Oui, pas de son. Je sais. Voilà. Pardon, c'était pas mal, j'ai bien aimé, c'était adorable. En tout cas, ça avait l'air incroyable, passionnant, transportant comme discours. Je sais. Voilà, je remets le truc. Non, je sais pas. À un moment donné, j'ai vu que ça a ramé au niveau du générique, donc j'ai préféré le stopper parce que je sais pas là, c'était pas la peine. Ah Je sais bah, pas ok, si. moi j'avais pas de souci de mon côté, D'accord. il avait l'air Ok. nickel. Bon, ben, c'est chez moi que ça ramait. Donc voilà. Donc je disais donc, bonsoir, c'est Fred, un Bonsoir. dessin podcast. Salut Antoine. Donc salut à ceux qui sont dans le chat, donc Olive, Jarrette, Jean-Marie, etc. Donc comme je disais, bon, on va attaquer une petite discussion indécente, la 10e hein, quand même, hein, c'est pas mal. Hein. Eh oui, 10, eh oui, Ouais, ça grandit si ouais. vite. C'est beau. Donc Tolkien et le jeu de rôle, puisque on est dans le mois qui s'étale un tout petit peu sur juillet, ça va. On est presque On est raccord. Hein. presque à jour, c'est mieux que la dernière fois, et on est pas mal. Ah ouais, ouais. Et comme on vous l'a dit, forcément, on sera pas tout seul parce qu'il va y avoir quand même de quoi discuter sur Tolkien et le jeu de rôle. Hein. Oui, hein. De 74 en gros jusqu'à nos jours, ou 2015, à peu près. C'est ça. À peu près. Donc voilà, sur cela, on va faire venir, je regarde, donc, bonsoir Pretty Lilith, bonsoir Lunéa, c'est pas bien de se moquer. Et écoute, je fais venir notre invité, donc Jean Balcezac. Bonsoir Jean, comment vas-tu? Hello, très bien et vous-même? Merci de m'accueillir. Merci à toi d'être venu, surtout. Bah ouais, c'est ça surtout. Bon, après, t'es presque un ça voisin, coûte donc trop cher, ça va. vous savez, je suis le monde. Ouais. Oui. Ah ouais. Écoute, ouais, avant de parler de Tolkien, le jeu de rôle et tout ce qui va avec, parce qu'il y a eu pas mal d'adaptations, donc c'est de ça dont on va discuter, puis de son esprit en fait. Hein. Déjà, de savoir, qui es-tu, Jean? Bon, moi, je te connais un petit peu quand même maintenant, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Oui, moi avant tout, je suis un joueur. J'ai commencé à jouer à Donjons et Dragons en 1979. Ensuite, j'ai collaboré au début des années 80 à une revue qui s'appelait Rune, qui était une revue consacrée entièrement au jeu de rôle, qui m'a permis de rencontrer Didier Guizrix, le rédacteur-chef de Casus Belli, qui m'a proposé de collaborer au journal jusqu'en 94 à peu près, pendant une dizaine d'années donc. Entre-temps, j'ai traduit les 5 premières éditions de l'Appel de Cthulhu et pas mal de suppléments pour des jeux à droite à gauche, ainsi que les 3 premières éditions de Star Wars, le jeu de West End Games, Star Wars D6, qui faisait partie des jeux que j'adorais. Mais parallèlement, et ça tombe bien, j'ai aussi une passion pour Le Seigneur des Anneaux et toute l'œuvre tolkienesque. Voilà. Ouais, j'ai cru comprendre. Entre le wargame, la guerre de l'anneau, l'anneau unique, etc. Ouais, c'est pas mal. Ouais, je vois les photos de ta partie. Ouais. Et j'ai vu aussi que tu avais participé à créer la Élite aussi, du coup. Oui, absolument. J'étais parmi les membres fondateurs de départ, ceux qui ont choisi le nom, ceux qui ont choisi la disposition des choses, et puis le projet de départ, la collaboration. Aujourd'hui, le gros problème, c'est que la Élite, ça remonte à presque 40 ans, et quand on discute entre nous, on est tous en train de se dire « Ah non, c'est moi qui ai fait ça. Ah non, c'est moi qui ai fait ça. » Donc, comme je fais partie des aînés de la rédaction de l'époque, avec Didier Guizrix, qui est un peu plus vieux que moi quand même, c'est moi. La Élite, c'est moi. D'accord ? Non, je plaisante. C'était vraiment une offre de collaboration, mais oui, c'était aussi un projet auquel j'ai collaboré avec plaisir. Ouais, c'est une sacrée œuvre, quoi, on va dire. Donc, ouais, c'est qu'on était parti pour se dire, tiens, parce qu'on s'est croisés déjà quelques fois, et puis on discutait de Tolkien, hein, c'est une passion commune, on va dire, à tous les trois, hein, à peu près. Un petit peu quand même, hein. Ouais, je pense que, alors, déjà, on va mettre les points sur les i tout de suite pour ce soir. On va très peu aborder l'anneau unique, la V1 et la V2, pour une raison toute bête, c'est que ce sera une autre émission. Voilà. De toute façon, vous savez, on va encore une émission, on va vous saouler pendant des heures, voilà, pour parler en détail. Oui, alors non, Jean n'est pas dans une cave, hein, on vous rassure. Voilà. C'est un bureau. Ouais, hein, Non, s'il y a des problèmes de son d'image, n'hésitez pas à le dire. Voilà. Non, il y a des gens qui descendent pour lui donner à manger, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Ça va, je suis bien portant, merci. Mais écoute, on va commencer, on va te laisser la parole au début, en tout cas, pour voir un petit peu comment Tolkien a largement influencé la création du jeu de rôle lui-même, hein, tout simplement. Hein. Parce que ça remonte à Donjons et Dragons. Hein. Oui, Donjons et Dragons, qui est un paradoxe, puisque Donjons et Dragons prétend être inspiré par l'œuvre de Tolkien, alors que les discours que Gary Gygax, le créateur principal de Donjons et Dragons, les discours qu'il a pu tenir au fil des années, sont assez contradictoires. De temps en temps, il a laissé sous-entendre qu'il n'avait pas réussi à lire jusqu'au bout Le Seigneur des Anneaux, parce qu'il ne supportait pas. C'était une littérature trop fatigante, ennuyeuse, alors que lui préfère le Sword and Sorcery, il était plutôt fan de Howard. En même temps, on retrouve des éléments, les orques, les gobelins, il y a un esprit général
qui n'est pas très très loin de ce qu'a fait Tolkien dans la Terre du Milieu. Mais je crois qu'il est important de rappeler ce qu'était Tolkien aussi dans les années 70, ce qu'il représentait à la C'était pas encore un écrivain qui était totalement accepté par ce qu'on appelle les autorités affirmées. C'est un écrivain, en revanche, qui avait été adopté par la contre-culture anglo-saxonne, le mouvement hippie des années 60. On prétend que il y avait des pancartes, il y avait des pancartes Gandalf président, ce genre de truc à la fin des années 60. Oui, parce qu'il y avait des thématiques chez Tolkien qui ont été appropriées par ces gens-là. Par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la comté, il y a des gens qui fument un tabac qui a l'air de les mettre en joie. Et puis, dans l'œuvre de Tolkien en général, on aime bien la nature, on aime bien les choses qu'on va cueillir, qu'on va apprécier. Il y a une dimension bucolique qui se rapprochait de l'esprit hippie de base et qu'on a retrouvé aussi un petit peu chez les babacools français, la version française du mouvement hippie. Oui, mais Tolkien, quand il a été prévenu de ça... Pardon ? Ah oui, la boustifaille, c'est bien aussi, mais bon, c'est encore autre chose. Mais quand Tolkien a été prévenu qu'il y avait des jeunes à cheveux longs qui s'intéressaient à son œuvre et qui voulaient se l'approprier, il a protesté. Il a dit tout de suite que l'herbe de l'Angoulême, ce n'était absolument pas un cannabinoïde, donc il ne faut pas se leurrer. Il y a des filles uniformes. Oui, non, absolument pas. Alors, le paradoxe, je me permets de tenir le truc parce que bon, c'est une époque que j'ai un petit peu vécu aussi. Le paradoxe, c'est qu'en France, on a eu une attitude très ambiguë avec Tolkien. Il a été traduit sur le tard. La première traduction du Hobbit date de 69, est sortie chez Christian Bourgois. Et la première traduction du Seigneur des Anneaux, c'est 72-73. Et quand il arrive en France, on ne sait pas quoi faire avec ce truc-là. La fantasy, ce n'est pas quelque chose qui rentre dans le logiciel de la France des années 70. Et il y a une partie même de... comment dire ? Voilà, il y a une partie même des post-68ards qui vont trouver que Tolkien, qui est un vieux professeur d'Oxford, a un côté paternaliste, à la limite du fascisme, enfin, du n'importe quoi. N'empêche que l'œuvre a été acceptée assez rapidement, mais il faut bien comprendre qu'au milieu des années 70, Tolkien, c'était un petit peu de l'ovni littéraire. On se disait, c'est écrit par un prof, donc ça doit être bien écrit, mais il raconte quand même des choses pas très sérieuses, donc c'est pas de la vraie littérature. Il a fallu attendre un petit moment avant que ça soit accepté. De l'autre côté de l'Atlantique, Gygax a essayé de lire ça, il s'est dit qu'il y avait certainement des éléments à prendre. Dave Arneson, qui a adapté la création de base de Gygax pour en faire vraiment un jeu de rôle, jouer avec des personnages dans des tunnels, s'est dit que Tolkien était peut-être plus intéressant, et puis ça a développé pour arriver jusqu'à Donjons et Dragons, qui est tout sauf un jeu tolkienesque, parce qu'on y trouve des valeurs qui ne sont pas du tout celles de Tolkien. Voilà, j'ai fini. Merci de m'avoir écouté. Non, mais c'est vrai que Donge, de toute façon, Gary Gygax, il y a quelques figures de Tolkien qu'on retrouve, comme le rôdeur, c'est Aragorn, hein, clairement. Les Hobbits au début, parce que la première version de Donge, tu avais les Hobbits, et puis les cocos du Tolkien Estate sont arrivés, ils ont fait coucou, bonjour monsieur. Voilà, vous droits, vous connaissez. Voilà. Donc c'est devenu les Alphelins. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a le roublard, c'est le souricier gris de Fritz Leiber. Hein. Ça, je pense que oui, pas trop, voilà, il n'y a pas trop d'ambiguïté là-dessus. Il y a beaucoup d'emprunts à droite à gauche, quoi. Mais c'est vrai que l'esprit du Seigneur des Anneaux et autres, c'est pas du donjon, des souterrains à explorer et à massacrer des monstres par Trouzel. Non plus, même si bon. On sent que les donjons sont un petit peu inspirés de la Moria quelque part, mais là, je voulais quand même un petit mot pour parler de l'appendice N, qui est donc l'appendice de cette première édition du Dungeon Master's Guide d'Advanced D&D, qui a dû sortir en 80, quelque chose comme ça, où il y a un listing des auteurs que reconnaît Tolkien comme influence majeure. Alors, il y a bien sûr Moorcock, il y a Lovecraft, il y a Merritt, il y a Tolkien, évidemment, et puis il y a des gens un petit peu plus étonnants, comme Fred Saberhagen, des choses comme ça, et Jack Vance, qui a été vraiment l'influence majeure pour lui. Pour la magie, absolument, la magie qui est inspirée par la Terre Mourante, le cycle de la Terre Mourante, ça c'est vrai. Et Tolkien est au milieu, il n'y a rien à faire, il reconnaît qu'il y a quelque chose qu'il ne peut pas éviter là-dedans. Voilà. Non, tu peux moins donjon, ce n'est pas... Oui, qu'est-ce que tu voulais que je montre ? Parce que, si tu veux montrer ta petite dédicace, mais ça pixelise un peu, hein, quand même, ta caméra.
Bon, Ah c'est pas très mince, je grave. suis désolé. Là, de Non, mon non, mais c'est pas côté, grave. ouais, je vois, et pourtant, je suis en définition maximale. Je suis désolé. Essaye de me maintenir en tout petit, comme ça, peut-être que ça Ouais, dérangera moins. Mais ok. voilà, Bon. comme ça, Donc bon, voilà, bah écoutez, je fais de mon faut mieux, juste dire mais je suis que dans la campagne, hein. ouais, oui. Donc le bouquin est dédicacé par Gary Gygax himself. Oui, Hein, voilà, quand je vous même. le disais. Oui, C'est une sainte relique. ouais, mais Voilà. voilà, une symphonie, simplement, c'est un plaisir. C'est de se dire que j'ai passé une soirée avec lui. Et c'est le genre de truc, aujourd'hui, j'en suis très content, pas simplement fier, mais c'était Mm. l'occasion de rencontrer un gars sympa et de parler de jeux de rôle en direct avec le mec qui l'a créé, quoi. Donc, bon, Ah ouais, ça, c'est c'est bon, sûr. Mm. jeunesse Et c'est vrai que enfuie. ouais, c'est vrai que moi je me suis amusé à les retrouver. Alors pour ceux qui peuvent le choper, donc de manière légale, bien sûr, hein, on se comprend. Le Dragon Magazine numéro 95. Mhm. Pourquoi? Parce que dedans, il y a une interview de Gary Gygax lui-même, hein, et où il explique pourquoi la Terre du Milieu n'est pas une part of the game world. Donc il explique par A plus B, hein, enfin il essaye en tout cas, de dire non, non, c'est pas du tout Tolkien, hein, Donjons et Dragons, mais non, 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 je vous assure. Non, non, le Balor, c'est pas du tout le Balrog. Non, non, je vous assure. Non, non, les elfes non plus, non, vous inquiétez pas, c'est pas Non, Tolkien. rien à voir. Jamais. Rien à voir. C'est assez lunaire son interview, hein, parce qu'il essaye de justifier le fait que c'est pas du Tolkien, et à chaque fois il reconnaît que si. Donc c'est vrai que si vous avez l'occasion de mettre dessus, c'est 2-3 pages, hein, l'interview, c'est de l'anglais qui se lit quand même vachement bien. Et sinon, je vais vous mettre les liens pour un article des excellents collègues des Portes de l'Imaginaire à Charleville-Mézières, Portes de l'Imaginaire, et qui ont fait justement un petit article sur Tolkien et le jeu de rôle. J'avais même pas lu avant qu'on prépare l'émission, en fait. Donc, Ah là là. bah ouais, mais du coup je l'ai lu, j'ai fait ah ouais, en fait c'est vachement bien ce truc. Donc voilà, je vous mets le lien parce que faut leur faire de la pub aussi, hein, c'est des super collègues, donc voilà, ça aide. Et c'est vrai que du coup il y avait des passages de ce dragon là, quoi, où c'est vrai que je sais pas si vous voyez la figure alors le Balor, je sais pas si j'arriverai à trouver une illustration déjà. Alors, ça doit se trouver, mais une illustration en première édition, oula, par contre, ça c'est autre chose. Ouais, ça va être plus compliqué. J'en Parce prends que une. son design a beaucoup changé hein, au bout d'un moment. Bah oui. Mine de rien, Oui. pour éviter de se prendre une claque au niveau des droits, parce que faut pas C'est ça. déconner. C'est surtout ça. Attends, je vais essayer de t'en trouver une qui soit à peu près celle de la première édition. Je dis bien à peu près. Et c'est compliqué. Bon, écoute, c'est pas très grave. Sinon, je crois Mais que en gros. dans le lien qu'on a partagé, normalement, si je crois me souvenir, Oui. le lien, il y a justement une illustration du Balor, normalement. Oui. Voilà, attends. Je vais le montrer. Vas-y, Plus vas-y. simple. Hein. Bah oui. Hop. Plus simple et comme d'habitude, attention, il y a des cascades, des trucs techniques à faire. Faites pas ça chez vous. Hein. Vous allez vous faire mal. C'est insoutenable. Ouais, c'est ça. Et bien vérifier, attention que je ne partage pas la mauvaise page. Beaucoup de pages. Ça sera un petit peu gênant. Voilà. Oh. Oui. Pas ça alors. Oui. Voilà. Non, Ah oui, ce n'est pas un Balrog. Non, Non. non, pas du tout. Non. Non, et de toute façon, il manque des lettres. C'est pas le même. Et celui qui est en dessous est pas mal aussi. Et puis en hein. plus. Ah oui, voilà. Ce n'est pas un N'oublions pas que les elfe. Balrogs n'ont pas d'ailes. Exactement. Oui, ça, Ah oui, d'accord. oui. Exact, c'est vrai qu'ils n'en ont pas. Oui, je sais pas qui c'est qui a sorti Et au les ailes fur et la à première mesure. fois. Les ailes, Je crois que c'est dans la description même du Balrog où il parle des ténèbres qui forment comme des ailes derrière lui. Comme des ailes. Ouais. Et dans les films, ils ont essayé de lui mettre des ailes, mais sans la peau, en fait. Donc ça lui donne des structures d'ailes, mais pas plus, en fait. Ils volent pas, quoi. Bah oui, heureusement, ils sont déjà assez forts comme ça, quoi. On va peut-être pas en rajouter non plus. Ouais. Bah écoute, voilà, c'est vrai que du coup, bah, les thèmes de Tolkien dans le jeu de rôle, alors, on a un petit peu parlé hein, de Tolkien lui-même avec l'association Tolkien Deal il y a pas longtemps, hein, on vous remettra les liens dans la description, ça, il y aura pas de souci. Et c'est vrai que les thématiques de Tolkien, que ce soit dans le Seigneur des Anneaux, le Hobbit et autres, il y a déjà le voyage, la découverte, et le héros, mais pas le héros à la Campbell quand même. Hein. C'est vraiment un petit peu autre chose quand même. Hein. Je sais pas, toi, comment tu perçois, Jean ? Alors moi, justement, je pense que Tolkien a écrit évidemment de la littérature héroïque, mais pas de la littérature héroïque de bataille, de combat,
Mm. Parce que s'il y a une chose qu'il n'aime pas, c'est les affrontements guerriers. Son expérience pendant la Première Guerre mondiale a certainement façonné sa philosophie personnelle. Et je Ouais. rappelle à tous ceux qui veulent comprendre Tolkien que la bataille des 5 armées, qui est évoquée à la fin du Hobbit, est pliée en quelques pages, parce que Bilbo se fait assommer au Oui. début de la bataille, il se réveille à la fin, on lui raconte vaguement ce qui s'est passé sans donner trop de détails. Ce qui intéresse Tolkien, c'est absolument pas l'affrontement, c'est pas du tout les guerriers avec des grandes épées qui vont vous faire des actes héroïques. L'héroïsme, chez lui, on le trouve plus chez Sam, on le retrouve plus chez Frodon, ou encore à la limite chez Aragorn, qui a un destin droit, mais pas dans ces guerriers à la Donjons et Dragons qui sont là et qui se donnent des grands coups d'épée. Et je crois que c'est un des grands malentendus qui a conduit à des adaptations bancales de l'univers de Tolkien aux possibilités du jeu de rôle. Ouais, je crois que d'ailleurs, la vraie grosse scène de bataille qui est un peu décrite, c'est quand même celle des Champs du Pélénor. Parce que Même ça. pas. Elle est vraiment très 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 courte en fait, la bataille Ouais, mais sur c'est le parce que Pélénor. tu as plusieurs Oui, on a les personnages qui points de vue arrivent de au tout le fur et à monde, tout le mesure. monde se retrouve, Mm. voilà. Même, c'est plus ouais, t'as plus celle le gouffre d'Helm qui est un petit peu la grosse bataille, bah, voilà, histoire de nous dire, voilà, la saga va peut-être s'arrêter maintenant. Hein. Mais non, parce que c'est vrai ce que sont dans le style Marion, les batailles, elles sont torchées en 3 pages. Hein. Ah oui, si c'est pas plus. Oui, en général, c'est bon. Il y avait une bataille. Voilà, les Valar arrivent, c'est gagné. Voilà, hein, c'est une belle bataille. Merci d'avoir participé. Mais souvent, les batailles sont symboliques chez Tolkien. Oui. L'objectif, c'est de faire comprendre qu'il y a un ancien monde qui essaye de survivre ou de naître pour aboutir à un nouveau monde, mais ce n'est pas simplement des armées qui sont là, qui se tapent sur la tête. Les films de Jackson, qui ont des tas de qualités extraordinaires, ont un gros défaut, c'est de donner trop d'importance aux batailles et de montrer des bêtises avec Legolas, le sommet étant sa descente en skate qu'on connaît tous et qu'on redoute. Moi, je pense que je vais finir par la couper dans mon Blu-ray, mais c'est pas ça. L'objectif de la bataille, c'est vraiment de parler d'autre chose derrière, de puissance qui s'oppose, mais le fait d'utiliser les armes, c'est pas ce qui intéresse Tolkien du tout, c'est évident. Oui, c'est pas du lancer de nain, on est bien d'accord. Ah non, non. J'en fais encore des cauchemars. Je ne l'avais pas cité. J'en fais encore des cauchemars. Hein. J'avoue que quand tu vois ce que c'est les nains dans l'univers de Tolkien et ce que Jackson en a fait, c'est toujours au secours. Donc, bah écoute, on va commencer. Ouais. Oui, je voulais dire, quand même, il ne faut pas être méchant. J'en discutais encore tout à l'heure de Jackson. Jackson a quand même été génial de réussir à mettre en image des choses qu'on avait dans nos têtes. Alors, tout n'est pas parfait, loin de là, mais il a raté des trucs, on peut l'excuser, il a réussi de très belles choses aussi. Oui. Après, on ne parlera pas du Hobbit, hein, parce que on fera une émission sur les adaptations de toute façon, mais le Hobbit... C'est une très bonne adaptation de Warhammer. Non, mais il était en guerre avec Weinstein en plus. Enfin, il y avait une guerre entre réalisateurs-producteurs, donc ça n'aide pas à faire un bon film. Donc voilà. Mais oui, c'est pour Warhammer, c'est pas... ou Dune. Pour moi, c'est du Warhammer. T'as des orques de dingue, t'as des trolls de fous, des batailles, on dirait des déplacements de figurines. Quand tu dis, c'est du Warhammer, le film devient juste extraordinaire. C'est World of Warcraft. Voilà. Voilà. Il y avait aussi une chose avant qu'on aborde les différentes adaptations de Tolkien en jeu de rôle lui-même, c'est déjà de voir les différentes époques dans lesquelles on peut jouer. Parce que je pense que ça détermine beaucoup de choses sur la façon dont on va aborder des scénarios, des campagnes, etc. Et c'est vrai que le premier auquel on va penser, donc on va en reparler après, c'est donc le jeu de rôle Les Terres du Milieu. Il se joue, alors si je dis pas de bêtises, c'est 1940 ou 1640, je me souviens jamais, du Troisième Âge, juste après la Grande Peste et la guerre civile au Gondor. Donc, on a pas mal de choses à faire, et on est assez éloigné de la guerre de l'Anneau. Donc il y a encore le Gondor, l'Arnor vient de se faire laminer. Donc, il y a encore des choses à faire. Antoine n'est pas du tout obsessionnel. Mais non, pas du tout. Mais jamais. Il vient de faire 3 heures sur Warhammer, il faut le comprendre. Il faut... J'ai coupé la moitié, s'il vous plaît, j'ai pas tout dit. Il faut qu'il fasse une cure de désintox. Donc ce soir, c'est Tolkien. Voilà. Donc oui, il y a cette problématique des différentes périodes, puisque donc l'Anneau unique, lui, se joue 5 ans après la bataille des 5 armées. Donc 60 ans avant le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, le jeu de rôle, lui, ça se joue carrément pendant la période du Seigneur des Anneaux. Ah ouais, c'est ça, il est conçu pour être joué vraiment à cette période-là. En même temps que les films. Donc c'est vrai qu'il y a cette problématique, tout en respectant un petit peu l'esprit.
Donc c'est vrai que c'est toujours compliqué. Je sais qu'il y a un actual pli de Captain Popcorn avec Jérôme Brand, Oui. entre autres, ouais, Jérôme Larrey, qui se joue carrément au premier âge, à l'époque des arbres. Avec les nains de Bélégost et tout, donc c'est assez intéressant. Mais justement, ça fait pas du tout le même genre de scénario. Donc à voir un petit peu comment ça va se positionner, quoi. Ouais. Personnellement, je trouve qu'on devrait pouvoir aborder tous les âges que propose Tolkien, sachant qu'on ne va pas obtenir la même chose. Si on joue au premier âge, on va être dans un monde qui est très très différent du troisième âge. On va influencer des grands courants au lieu d'événements simplement marquants, alors que si on joue au troisième âge, on va être impliqué dans des événements qui ont été déjà décrits dans les bouquins de Tolkien, et on va pouvoir peut-être influencer sur la marge. Moi, je trouve le choix de faire jouer entre la fin de la bataille des 5 armées et le début véritablement de la guerre de l'anneau, pour moi, c'est un bon choix, parce que c'est un moment où les choses se mettent en place et on peut influencer sur les bords et on sent que ça va arriver. Mais d'un autre côté, pourquoi pas jouer pendant la période du Seigneur des Anneaux? Il n'y a rien qui l'interdit. On devient des adjoints des grands acteurs de ce moment-là. Oui, pourquoi pas être au service d'Aragorn, du Gondor, de Rohan. Moi, ça me paraît justifiable. Le tout, c'est d'adapter les règles pour vraiment tirer parti de ces époques et de leurs besoins différents. Pendant la guerre de l'anneau, c'est sûr on sera certainement plus dans la baston que pendant la période intermédiaire entre la bataille des 5 armées et le Seigneur. Voilà. Clairement. Et j'allais dire après, premier âge, on est encore dans la grande puissance des royaumes elfes, les humains qui commencent à se tailler des royaumes, donc il y a de quoi faire aussi. En termes de puissance, par contre, mais les aventures, ils en prennent plein la tronche aussi. Et je dirais que pour moi, celle qui m'intéresserait le plus, c'est le deuxième âge. Entre le moment où les elfes forgent les anneaux et puis le moment où Sauron leur défonce la gueule. À un moment où ça change, il y a beaucoup de choses qui changent d'un point de vue géopolitique et tout, parce que il y a des peuples qui arrivent, certains qui partent et tout, Sauron qui fait « je pars, mais je reviens, mais je repars et je reviens, mais vous inquiétez pas, il y aura une suite versus Predator, je suis là, m'oubliez pas ». Mais c'est vrai que le deuxième âge, je trouve qu'il donnerait peut-être un poil plus de liberté, mais après, au niveau des règles, il y a quand même plus de civilisation, quoi, à ce moment-là, je dirais. Ouais, mais le deuxième âge me fait un peu peur parce que c'est un moment qui est un peu chaotique dans l'œuvre. C'est aussi une période à la fois de construction et de destruction. Il y a une évolution des cultures qui est assez énorme. Et ça offre beaucoup de liberté, mais beaucoup de liberté dans un monde aussi codifié que celui conçu par Tolkien. C'est le risque pour le maître de jeu de se retrouver à toujours se dire, mais est-ce que je suis toujours dans le cadre ou est-ce que je suis en train de sortir? Est-ce que mes elfes bleus iront avec mes hobbits rouges? Oui. Moi, ça me fait un peu peur. Ça. Moi aussi, c'est une époque que j'aimerais bien faire le second âge, mais moi, ce qui me dérangerait peut-être le plus, c'est le niveau d'héroïsme, en fait. Parce que le premier âge, on est clairement sur des personnages très héroïques, parce que toutes les grandes têtes d'affiche, elles sont là, elles sont présentes. Oui. Au troisième âge, je serais presque tenté de dire que l'héroïsme, justement, c'est pas... Il est quasiment pas là, on va pas jouer des personnages incroyables. Il y a quelques personnages importants qui mènent tout le monde vers le haut, genre des Aragorn, des Éomer et des Gandalf, mais c'est pas la norme. Au deuxième âge, c'est entre les deux. Qu'est-ce que je joue? Est-ce que je vais jouer des personnages du peuple? Et puis d'un coup, on a Galadriel qui va se pointer, on est en mode ah oui, d'accord, ok, on n'est plus dans la même échelle du tout là. Qu'est-ce qu'on joue au deuxième âge? Ça, c'est un peu bancal. Quand tu cites Galadriel, ça me fait tout de suite peur parce que j'ai peur de l'image qu'a peut avoir Galadriel maintenant avec les anneaux de pouvoir. Oui, mais c'est ça. En fait, très ça loin m'a fait penser à ça. Voilà, je pense à Galadriel parce que la série à donner une image de Galadriel, mais ça peut être Galadriel, ça peut être n'importe quel personnage majeur que l'on a pu croiser. Parce que si tu ne croises pas Galadriel, t'as Isildur et Elendil qui vont se pointer, ou Gil-galad, et quand même... Voilà, je vois de Camelot, quoi. Je vois, alors en fait, ce qui est canon, c'est ce qui joue à table, pas dans le livre. Oui, c'est vrai, sauf qu'on se retrouve toujours avec les adaptations d'œuvres, quelles qu'elles soient, donc quelque chose qui est déjà préexistant, ou c'est déjà balisé. Alors en plus, avec les films qui visuellement... te mettre encore plus un frein, quelque part, enfin un frein ou une liberté, c'est à toi de voir. Mais c'est vrai que c'est toujours compliqué de rentrer là-dedans en essayant de respecter un peu la trame temporelle tout en donnant de la liberté aux joueurs. Donc c'est jamais très très évident. Il y a quand même un petit fil rouge une petite crête à respecter, quoi. C'est pas évident. Donc voilà, en fait, c'était surtout pour aborder les différentes façons qu'on peut jouer. Et puis du coup, on va attaquer un peu les différentes adaptations, ce qui a existé à travers les époques pour adapter Tolkien. Donc on va dire que jusqu'au début des années 80, il n'y avait pas grand-chose, il y avait surtout Donjons et Dragons.
Voilà, Mhm, mhm. avec toute sa mythologie et autres. Faut mettre au courant les joueurs avant. Oui, oui, tout à fait, ouais. Pourquoi faire apparaître de si grands personnages? Oui, après, oui, Jean-Marie, tu raison, on n'est pas obligé de faire apparaître des personnages incroyables dans les campagnes, mais ça fait Non. toujours plaisir, mais c'est un syndrome que tu retrouves comme dans Star Wars, hein. Au bout d'un moment, tu es tout content d'avoir croisé, Obi-Wan, Luke ou d'avoir eu Vador en face. Bah oui. Ça fait plaisir aux joueurs, quoi que tu dises, on est trop content d'avoir croisé un guest, quoi. Mais tu as raison, Antoine, parce que tu soulèves un problème qui est important. Si tu joues dans l'univers du Seigneur des Anneaux, tes joueurs vont attendre un moment de voir Gandalf ou Aragorn ou Elrond. Ils ont envie Oui. de voir les héros qu'ils ont adorés dans les bouquins et les films. L'ennui, c'est que tu n'as pas toujours de vraies raisons de les amener là. Et Non. pourquoi ne pas Mhm. jouer dans une vallée isolée, dans un territoire, dans un petit royaume qui n'est pas totalement développé et pas bien connu, inventer un territoire qui se trouve au nord, à l'ouest ou au sud, plutôt que de toujours faire des références à des choses qui existent pour avoir un peu plus de liberté. Je sais que dans la plupart des jeux consacrés au Seigneur des Anneaux, l'auteur comprend bien l'attente et il nous balance du Gandalf et du ceci, de cela. Gandalf, à mon avis, il doit avoir quand même un emploi du temps chargé déjà. Donc, Ah pour qu'il oui, vienne oui, oui. s'occuper C'est de pour ça qu'il est quelques jamais joueurs, des disponible, hein, dans les enfants, bouquins, hein. Dans les romans et les films, il est jamais là. oui. Il a tout le monde à aller voir. Attendez, non, mais 3 mars, je peux pas, je suis au Gondor. Le lendemain, j'ai réu en visio par Palantir avec Elrond. Ouais, pas le temps, les gars. Tout à fait. Vu comme Tout à ça, fait. oui. Mais oui, c'est vrai que ça pose cette problématique. Donc bon, voilà, on avait Donjon en tout cas pour faire mumuse un petit peu dans ces univers. Une vallée du Cardolan après la chute du Rudor, ouais. Mais voilà, ça c'est des Ouais. époques troisième âge qui sont pas mal, mais alors peut-être moins joyeux. Hein, on sera justement plus ambiance Peter Jackson, fantôme contre fantôme, tu vois. Hein, Oui. parce que je veux dire, le Cardolan avec la peste, au bout d'un moment, t'as plus que des tertres avec des spectres. Mais est-ce qu'il y a eu une période Ouais, rigolote dans le attends, troisième âge? Jusqu'à l'an 1000, ça allait. les gars, il y a un truc à comprendre. Tolkien disait que Le Seigneur des Anneaux, pour lui, c'était la littérature de distraction, des contes de fées pour adultes, des trucs qui devaient faire plaisir. Mais c'est un gars qui adore la tragédie. Son héros du Seigneur des Anneaux, à la base, c'est censé être Frodon. À la fin, il n'est pas en forme. Il finit par accomplir ce qu'on lui demande de faire avec beaucoup de difficultés. Oui, un peu fatigué, et il s'en sort pas beaucoup. Celui qui s'en sort le mieux pour moi, à part Aragorn qui devient roi, mais ça c'est un destin, c'est des responsabilités, c'est Sam qui va rentrer dans la comté, qui va épouser une charmante hobbit, qui va devenir mère, qui va avoir des mères de la comté, et qui va avoir des enfants, il va avoir une vie à peu près normale. Mais si on regarde Tolkien, lui, il est dans le tragique complet, dans les destins de sacrifice, d'erreur, de je paye ma faute. Enfin, regardez Boromir, regardez, il y a des choses qui sont terribles qui se passent chez lui. C'est pas un gars rigolo tous les jours. Hein. Non, Heureusement, mais il a inventé, comme on va dire. Ouais. Oui, voilà. Et Faramir. Et Faramir, c'est Tolkien. Parce que Faramir, c'est lui, hein, clairement. Mais ouais, c'est toujours des destins tragiques. Donc ouais, franchement, le Cardolan, ça peut être amusant, mais du coup, on se retrouve en 1400, 1500 du troisième âge. Et franchement, l'Arnor, à cette époque-là, t'as le roi sorcier qui vient frapper à ta porte à peu près toutes les semaines. Voilà. Parce qu'il t'aime pas, en fait. Il t'aime pas, ta gueule lui revient pas, et il a tout pété. Donc en gros, c'est ça, hein, cette époque-là. Et bon, les problèmes de voisinage, ça arrive à tout le monde. Hein. Oui. Il avait besoin de s'étendre un petit peu. Donc là, d'abord commencer par le Rudor. Mais en même temps, déjà, rien que le nom Rudor, t'as juste envie d'éradiquer ce machin. Bon. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas si évident que ça. Donc bon, comme je disais, il y a le donge. Et on va commencer très gentiment avec une des premières, enfin la première adaptation que je connaisse. Hein, parce que c'est eux, en fait, c'est marrant, hein, l'histoire, comment elle est faite. C'est eux les premiers à avoir demandé au Tolkien Estate. Au fait, on aimerait bien l'adapter en jeu de rôle. Mais oui, bien sûr, tenez, voilà, tant de pognon, allez, on signe ici. Donc voilà, comme quoi ça, à quoi ça tient. Donc j'essaie juste de retrouver le petit truc qui va bien. Parce que tout le monde le connaît. Hein. Le jeu de rôle des Terres du Milieu, la boîte rouge. Donc là, vous voyez, c'est la version anglaise, mais il a bien évidemment été traduit en français chez Hexagonal. Voilà. C'est la première. Voilà, ça, c'est la version française. Voilà, alors attends, on va te remettre. Voilà. Même si c'est pixelie, c'est pas grave. Hein. C'est la boîte rouge. Enfin, la boîte rouge de Tolkien. Pas celle de Donge. Voilà, exactement. Voilà. Avec derrière le truc. Voilà. Ouais, donc alors,
clairement, moi je sais que je n'y ai pas joué. Bon, on va être clair. Hein. Je l'ai lu parce que c'était un très bon ami à moi. Donc coucou Laurent si tu regardes, qui lui il avait avec quelques suppléments, même pas mal de suppléments. Donc moi c'est surtout ça que j'ai lu en anglais et en français. Et moi j'en garde le souvenir d'un système complètement pété. Mais vraiment, enfin, je veux dire, je sortais de la lecture du Seigneur des Anneaux et tout, et tu tombes sur ce truc-là où tu balances des boules de feu et tout, tu fais, non mais c'est pas ça Tolkien, ou alors j'ai raté un épisode, ce qu'on disait sur les problématiques d'adaptation. Par contre, j'ai le souvenir de super suppléments, donc je les ai mis pour sorte de les montrer, parce que ceux-là, mais alors, autant créatures, ça c'est un bestiaire qui est franchement, le Smog est très joli, moi j'aimais bien Angus MacBride. Treasures of Middle-earth, c'était tous les objets magiques, et franchement c'était n'importe quoi. N'importe quoi. Oui. T'avais Ça, des oui. anneaux magiques, mais des anneaux magiques à tous les coins de rue, dans toutes les ruines, dans toutes les villes, t'en avais partout. Les épées elfiques, t'en avais partout aussi. Enfin, n'importe Oui, quoi. t'as 40 ans, t'as pas ton épée elfique, t'as raté ta vie. Hein. C'était ça. Et ensuite, t'avais les. Alors, ça, je pense, ça me faisait beaucoup rire, parce que ça donnait un petit peu d'univers que tu n'avais pas dans les romans. Enfin, pas encore, tout n'était pas encore traduit. Donc, les Lords of Middle-earth. Donc, t'avais le premier avec les elfes, les maillards, les valars. Oui. Donc, sachez que Manwë est un Valar de niveau 500, je crois. Oui, c'est ça. Je sais plus, mais il y a les stats. Oui, on a les stats. Ouais, il y a les stats de On avait les stats Melkor. des Valar, c'était assez perturbant. Mais bon, c'est une époque où on mettait les stats des grands anciens, donc Toulouse, alors bon, pourquoi pas. Voilà, on était. Le 2, c'était sur les hommes, tous les humains, du premier âge jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'au troisième âge, pardon. Et le 3, c'était les hobbits, les nains, les ents, les orques, les trolls, enfin c'est le fourre-tout en fait. Mais c'était marrant de voir un petit peu les différents personnages avec des histoires développées, avec des personnages créés pour l'occasion. Un de mes préférés, c'était la Laurienne. Alors pas pour la Laurienne elle-même, par contre Galadriel, j'adore le dessin, mais c'est surtout qu'il y avait la guilde des orfèvres elfes. Et ça j'avoue que j'avais kiffé parce que c'était à peine esquissé dans le deuxième âge. Et là, tu avais le plan de la ville. Alors, les plans, ça fait très donjon, on est tous bien d'accord. Et alors, c'est vrai que j'en garde le souvenir pour cette ville-là, avant sa chute. Tu avais la Moria, qui faisait donjon, mais alors, comme j'ai rarement vu un truc comme ça, et puis surtout sans vraiment trop d'intérêt, on va être clair. La Comté, le Mont Gundabad, Mirkwood. Et Mirkwood, pour l'avoir relu il n'y a pas longtemps, on sent que Francesco avait dû le lire aussi, parce qu'il y a quand même des trucs qu'on retrouve. On tire, quand même un peu. Beaucoup. T'as les montagnes grises alors celui-là je l'avais adoré pour la description de choses auxquelles on s'attendait pas, à savoir les anciennes cités naines de cette époque-là, avec les dragons qui commençaient à venir leur taper dessus. Donc c'est super intéressant. T'avais les cavaliers du Rhône qui étaient quand même un peu beaucoup n'importe quoi. Minas Tirith, c'était un gros donjon. Ça c'est la scène qui manque dans le film, tu vois par exemple. Oui, ça j'en veux toujours à Jackson. J'ai toujours la haine là-dessus. Et tu avais plein de modules. Alors, les modules d'aventure qui allaient du franchement pathétique au pas terrible. Voilà. Je me souviens pas en avoir lu un vraiment intéressant au niveau scénario, en tout cas. Tu vois, tu avais Shelob, c'était complètement pété. Dagorlad, c'était n'importe quoi. Enfin, bref. C'était pas super, quoi. Alors, je sais pas ce que toi, Jean, tu peux peut-être en dire plus sur les règles, parce que moi, c'était surtout les cartes qui m'avaient beaucoup marqué. Pour leur, il faut voir voilà comment Middle-earth Role-Playing est arrivé. Il faut voir un petit peu le contexte dans lequel on était au début des années 80. Il y a eu une grande hésitation au début des années 80 entre les jeux simulationnistes et narratifs. Les jeux simulationnistes aux États-Unis, c'était représenté par Chivalry and Sorcery, ensuite en SF par Space Opera, qui étaient des jeux extrêmement complexes et très simulateurs. Ouais. En France, l'un des premiers grands jeux de rôle qui a été publié, ça a été Légendes Celtiques, qui a été créé par des gens qui ont été vraiment précurseurs et qu'on oublie trop souvent parce qu'ils ont fait un travail énorme, mais leur jeu était ultra complexe et difficilement jouable en tant que tel. Heureusement, il avait aussi un module annexe de résolution qui s'appelait la charte angoumoise qui sauvait le truc, mais il faut bien se dire qu'il y avait une partie du public qui disait que le jeu de rôle passerait par la simulation et la précision. Et puis, tout doucement, on a les jeux narratifs qui ont commencé à se développer. Advanced Dungeons & Dragons a hésité entre les deux pendant longtemps, parce que Gygax rajoutait des règles, et quand on regarde aujourd'hui dans le Dungeon Master's Guide, on trouve des trucs extrêmement compliqués. Résultat, quand Iron Crown Enterprise sort son système Rollmaster, il est dans l'air du temps. Rollmaster, c'est un système très simulationniste qui se veut précis sur le type d'armure, le type d'arme, le genre de dégâts qu'il peut faire. Et comme ce sont ces gens-là qui réussissent à décrocher la licence Tolkien,
il était inévitable que le Middle-earth role-playing game, ce soit un jeu simulationniste. Et c'est pour cela que ce jeu a été peut-être ma plus grosse déception ludique des années 80, parce que je l'attendais. Je me suis dit, enfin, on va pouvoir jouer dans l'univers de Tolkien, et j'ai pas compris tout de suite où était le problème. Je trouvais que les règles étaient difficiles à assimiler. Moi, je suis plutôt un narratif. Mais bon, j'ai fait l'effort, je suis rentré dedans et je me suis dit, attendez, mais je ne retrouve pas Tolkien, quoi. Il y a le décor, il y a les lumières, il y a les couleurs, mais c'est pas Tolkien. Je suis juste dans un truc un peu factice dans lequel on se bastonne comme des fous pendant des heures. Et c'est pas ça, Tolkien. En tout cas, il n'y a pas le merveilleux, il n'y a pas la dimension de rêve, la portée philosophique qu'on peut trouver dans les bouquins. Donc, grosse déception à ce niveau-là, mais c'est quand même un jeu qui a été réalisé manifestement par des passionnés, et j'ai des amis qui jouaient à l'époque à Middle-earth Role Playing Game, à JRTM, qui ont été enchantés, qui ont passé des campagnes extraordinaires, qui se sont amusés dans cet univers-là, parce qu'ils étaient entre potes, et que ça fonctionnait bien comme ça, parce que ça répondait à leur plaisir d'aventure dans cet univers-là, et surtout parce qu'ils avaient un maître de jeu qui avait su les accrocher avec un système de règles qui était pas tout à fait adapté au sujet, finalement. Ouais, moi je sais que ce qui m'avait traumatisé, c'était les règles de magie, quoi. Parce qu'on n'était pas du tout raccord avec l'esprit. Où la magie est très subtile, tu la vois vraiment jamais, enfin c'est pas pyrotechnique. Et là, tu te retrouves avec des sorts et des machins. Ouais, exactement, tu peux monter une cantine. Mais ouais, c'était pas du tout raccord. Et effectivement, je reviens au choix de l'époque. On était en 1600, j'ai été vérifié en vitesse, c'est 1640 du troisième âge. Donc on sort de la guerre civile au Gondor. Voilà, la peste est déjà passée par là, elle a vidangé le Cardolan. Il reste quasi 80% de la population qui y passe. Quand même un petit peu beaucoup. Oui. Et je crois que... Est-ce que l'Arthédaïn y est déjà passé? Oui. Oui. Donc il reste plus grand monde dans Eriador déjà. Et les Rohirrim viennent d'arriver. Je crois où vont arriver, je ne sais plus. Bref. Donc c'est vrai que c'est un cadre de jeu qui n'est pas tout à fait le même, parce que le Gondor est encore vachement puissant. Il tient encore tête à Gondor, au Mordor, pardon. Nord. Et justement, parce que un des rares trucs que j'avais apprécié dans ça, c'était cette volonté. Alors, quand ils restaient dans le cadre décrit par Tolkien, c'était n'importe quoi dans la création. Hein, on sent bien qu'ils allaient plus vers du donjon que du Tolkienien. Par contre, dès qu'ils allaient vers l'Est et le Sud, ils ont créé des trucs que je trouvais plutôt intéressants. Il y avait des suppléments, entre autres, pour le Harad, avec le Southern Harad et Far Harad. Et chez les Easterling, tu avais la mer de Rune et tout qui était développée, avec les montagnes jaunes, avec les autres maisons des nains, justement. Oui. Il s'était permis de s'amuser là-dessus. Et des avaries, des elfes qui n'avaient pas suivi la grande migration du premier âge, quoi. Donc c'est vrai que il y avait des petites créations comme ça que j'avais trouvé sympa, mais alors après, le reste, je dis, hein, les modules, franchement, c'est des scénarios indigents, quoi. Mais il faut vraiment, je crois, les excuser parce que c'est une époque historique du jeu de rôle. On est en train de découvrir les possibilités, comment on doit adapter les œuvres littéraires. Il y a peu d'exemples. Pour moi, la première grande adaptation littéraire dans un jeu de rôle, c'est le Stormbringer de Ken Saint-André, qui sort en 81, et en même temps, un deuxième jeu qui fait un petit miracle et qui n'est pas remarqué tout de suite, c'est Call of Cthulhu, l'appel de Cthulhu, qui était une très belle adaptation, mais ça tient du miracle. Parce que jusqu'à ce moment-là, adapté en jeu de rôle, c'était on prend les règles de donjon, l'esprit de donjon, et on plaque sur un univers différent. C'est grosso modo le mode de pensée qui a été utilisé par les gens d'ICE quand ils ont développé JRTM, enfin MERP. Mais c'est leur temps, c'est leur époque. Je suis sûr qu'aujourd'hui, ils ne referaient plus du tout les mêmes choses. C'était des passionnés, mais des gens de leur temps. Alors, je suis pas sûr, parce que les gens DICE, ils continuent à développer Rollmaster. Il y a une nouvelle version qui est sortie. Hein. Donc je sais pas s'ils sont sortis de leur époque, en fait. Mais bon, ça, après, il y en a qui c'est ce qui compte. Hein. Il y a des gens qui s'accrochent à l'héroïne, d'autres au système simulationniste. Tu vois, c'est des problèmes d'exploiter un marché qui existe aussi. Ah oui, tout à fait. Alors là, je vois... alors la décharge de certains créateurs... Alors non, c'était... En fait, chez les anglo-saxons, je ne me rends pas compte que Tolkien, c'était déjà hyper connu. Je crois que c'est le deuxième ou le troisième bouquin le plus vendu après la Bible dans les pays anglo-saxons, quand même. Quand même. Oui. C'est pas le petit truc, quoi. Et puis bon, comment dire...
Et puis, Le Seigneur des Anneaux est sorti en Grande-Bretagne en 54-55. Donc, ils ont déjà eu à ce moment-là presque 30 ans là, pour se mettre à niveau. Donc, ça a beaucoup discuté autour de tout ça, même si le père Tolkien a eu du mal à situer, même en Grande-Bretagne. C'est son copain C.S. Lewis, Monsieur Narnia, qui a été son plus grand supporter en disant « Non, non, c'est bien ce qu'il a fait, arrêtez de le critiquer bêtement, il est bon. » Voilà, mais n'empêche que... Quand est-ce qu'on s'est vraiment posé la question de savoir ce que Tolkien proposait réellement dans son univers, dans la Terre du Milieu? Quand est-ce qu'on a commencé à dire, est-ce que c'est simplement des chevaliers qui s'affrontent? C'est pas des chevaliers qui s'affrontent. T'as un petit bonhomme haut comme 3 pommes qui va réussir à vaincre un empire entier, avec le soutien de quelques aides, bien sûr, la Compagnie de l'Anneau et quelques troupes derrière, mais on est quand même dans une lutte disproportionnée. On est dans un voyage philosophique avec le Seigneur des Anneaux, et ça, on le trouve pas dans les premiers jeux de rôle. Alors, les études universitaires, Olive, c'était déjà le cas aux États-Unis, en tout cas, et en Angleterre. Hein. Parce que de toute façon, il était prof, puis il y avait son fils qui avait sorti le Silmarillion, donc tu vois, ça commençait déjà. Chez nous, c'est venu plus tardivement, avec des Vincent Ferré, Anne Besson et autres. Donc, mais voilà, aux États-Unis, ils avaient déjà quand même un peu de recul sur son œuvre, donc ils auraient pu faire autre chose. Mais comme on dit, c'était la charnière entre est-ce qu'on continue sur le simulationniste à fond ou est-ce qu'on fait un hybride. Enfin voilà, c'était pas évident. En tout cas, le mérite, c'est d'avoir permis à des joueurs d'arpenter la Terre du Milieu, ce qui était quand même un peu le rêve de beaucoup de joueurs de jeux de rôle, quoi. Hein. Donc voilà, avec tous ses défauts, il a quand même cartonné, faut bien le dire. Oui. Et je te dis, moi, j'ai encore le souvenir de lecture, je l'ai déjà relu et relu, c'était Les Montagnes Grises. Hein. Pour moi, ça fait partie des meilleurs suppléments que j'ai lus en Middle-earth. Et pourtant, je te dis, tu avais ces super couvertures de Angus MacBride. Enfin, bon, j'aimais bien son style, hein, en tout cas. Et quand tu passais à l'intérieur, tu vois les illustrations, c'était... voilà. C'est une autre époque. Voilà. C'est ça. C'était, après, on n'avait pas les artistes qu'on a aujourd'hui non plus, hein, c'est sûr. Et pas forcément le même budget pour la création. Oui, aussi. Voilà. Ouais, mais Antoine, tu as raison, mais j'ai pu voir à l'époque les problèmes qui se posaient au niveau de l'édition, aussi bien chez Descartes, Jeux des cartes ou Oriflamme, aux alentours de 85-86, trouver de bons illustrateurs, ou même Casus Belli. Trouver de bons illustrateurs, c'était vraiment pas simple. Les couvertures de Casus Belli, c'était qui va la faire? Quand vous voyez une couverture qui est faite par Didier Guizrix, c'est souvent parce que il n'y avait pas l'illustrateur sur l'instant qui aurait pu prendre sa place à lui. Et Didier est un très grand dessinateur, c'est pas le problème. Mais les jeux de rôle à l'époque avaient une présentation qui, je reviens sur Légendes Celtiques. Vous allez croire que j'ai des actions dans l'entreprise, mais pas du tout. Légendes Celtiques étaient vachement bien présentées. Pourtant, c'est un jeu qui est sorti en 2003, en 83, je crois qu'on confond les époques. En 83, présenté dans un fourreau avec des illustrations à l'intérieur, signées pour la plupart Didier Guizrix. Mais bon, c'est vrai, pas beaucoup de dessinateurs spécialisés dans la fantasy et les mondes de l'imaginaire. Même en SF, je me souviens d'Empire Galactique, c'était du Manchou, c'est super à l'intérieur, bon. Ouais. C'était toujours compliqué. Absolument. Donc ça, c'était pour JRTM. Donc il y a eu 2 éditions de JRTM. Il y en a eu quelques-unes. Il y a eu finalement pas beaucoup de suppléments traduits en français. Bon, parce que Hexagonal, voilà, paix à son âme à cet éditeur, ou pas. Non, on ne dit rien. Voilà, on va rester poli. Sortait aussi énormément de gammes, entre autres du Vampire, etc., avec des qualités de traduction aléatoire. Un jet de dés sur une table aléatoire. C'était ça. Voilà, en fait, ils avaient pris les tables de Rollmaster pour tirer la traduction. Il y avait quand même plus d'échecs critiques que de réussites dans leur table. C'était pas très équilibré. Là, on te voit nickel, par contre, Jean. Je sais pas si tu as fait. On a fait un sortilège sur la caméra, et là, miracle. Super. Savoir une influence positive d'Iluvatar. Oui. Oui, sur les Valar. Et c'est vrai que du coup, pas beaucoup de suppléments. Je crois que le dernier sorti, c'est la Comté, d'ailleurs. En cartonné, je crois que ça doit être le dernier sorti en français. Et qui sont difficilement trouvables avec des prix sur le marché de l'occasion. Mesdames et messieurs, vous qui nous regardez, à moins que vous soyez des spéculateurs ou des collectionneurs blindés de thunes qui ne savaient pas quoi foutre de votre argent, les suppléments JRTM ne valent absolument pas le prix auquel vous les trouvez. Jamais de la vie, ces espèces de grosses merdes de modules ne valent 50, 60 ou 80 $. Ça vaut le prix du papier et ça s'arrête là. Dagorlad, Dead March, faut se calmer.
Voilà. Je voudrais juste faire une petite remarque pour signaler aux gens qui nous regardent que s'ils fouillent un peu sur Internet, qu'ils utilisent Google, qui est notre ami, c'est bien connu, ils pourront peut-être retrouver des traductions amateurs qui sont bien faites et qui sont distribuées gratuitement dans des circuits forcément parallèles. Oubliez que c'est moi qui vous l'ai dit. De toute façon, bon, il y a prescription, mais cherchez, il y a des choses à découvrir. Oui. Je sais que j'ai été tombé sur quelques trades, des choses comme ça, des adaptations et autres, c'est vraiment pas mal. Oui. Voilà, Comme tu dis, Chamal, c'est l'effet nostalgie. Oui, bah après, c'est ça. C'est des gammes qui ont marqué des gens à une époque. Maintenant, ça vaut une fortune parce qu'on recherche ce supplément qu'on a adoré quand on était plus jeune et plus fou. Ouais, je sais, hein, ça marche pour tout. Écoute, j'ai rien dit. Il y a 27 bouquins en français quand même. Waouh. Ah ouais, quand même. Tu vois, j'en voir. Donc, à GRTM, alors l'écran. Je voulais pas montrer. Je voulais pas montrer. Bah, c'était, tu vois, les premiers écrans pour Donge, avec les tableaux pour les joueurs. Bah, oui, oh là là. Et 2 vagues d'illustrations sur les côtés, quoi. Bon. D'accord. Oui, ok. L'époque, hein. T'avais la carte. Alors maintenant, quand on regarde la carte, ça fait pitié, mais à l'époque, c'était la première carte où ils avaient inventé le nord, le sud et tout. C'était vachement bien. T'avais les créatures, t'avais Angmar, t'avais la Moria, t'avais les Rangers du Nord, la Lorienne, Isengard, le Fangorn, le Rohan, le Cardolan. Et les modules, oh putain, Kirit Ungol, quelle merde. Porte du Mordor, les voleurs de Tarbad. Mon Dieu, c'est pourri. Et très jolie couverture pour les voleurs de Tarbad. Oui. Je crois que ça par contre, oui. Est-ce que je l'ai pas? Très joli, ça. Je vais regarder si je l'ai pas. Non, je l'ai pas prise. C'est dommage. C'est très beau. Ouais. C'est que celui-là encore, ça passait. Voilà, enfin, les hommes des collines des trolls, là, c'était horrible, quoi. C'était pas la meilleure, hein, on va pas le cacher. Hein. Ouais, les ruines hantées des Dunéens, la porte des gobelins, mon Dieu. Ils avaient traduit Valar et Maillard aussi. Bon, la comté, et Minas Tirith, c'est le dernier. Ouais, ils avaient quand même sorti Minas Tirith. Et par contre, en anglais, première édition, 72 bouquins, deuxième édition, 26. On a senti qu'il y avait une usure. Hein. Ça reste des gammes énormes. Hein, dernier supplément 97, ils auraient dû sortir le Lindon, le Midland et The Inland Sea Campaign. Bon, voilà. Oui. Donc, et puis il y avait à boire et à manger. Hein, donc ça oscille entre des suppléments de région, des suppléments des modules d'aventure, des citadelles. Franchement, les citadelles, ça faisait. Enfin, je me souviens du Halls of the Elven King, donc c'est le palais de Thranduil. C'est un gros donjon tout pourri, quoi. Qu'est-ce que tu peux faire dedans? Oui, c'est. Voilà. Mais à nouveau, je demande de la clémence pour les gens qui ont produit ce genre de jeu parce qu'ils correspondent à leur temps et ils ont répondu à une attente d'un public. Hein, donc voilà, il faut faire avec. Et il y a des gens qui se sont amusés et qui n'étaient pas idiots. Ils ont eu la chance d'être dans un contexte qui leur a permis de profiter de ce jeu-là. Moi, je ne l'ai pas été. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de grosses déceptions ludiques. Je suis plongé là-dedans et je dis non, c'est pas du tout ce que j'attendais. Bon, bah voilà, je suis passé à autre chose. Moi, je sais que celui-là, par exemple, je l'avais adoré. Il faisait partie des très bons parce que Gundabad, c'est quand même la montagne dans laquelle Durin s'est éveillé la première fois, qui est devenue ensuite une place forte des orques. Donc, il y a eu pas mal de choses qui étaient développées. J'avais trouvé ça franchement super intéressant. Il y a encore des trucs à reprendre dedans. Mais je pense que en plus, on en a parlé en off, mais c'est un supplément qui a tellement marqué qu'en fait, le lore de ce supplément a été réutilisé dans le jeu vidéo La Guerre du Nord qui est sorti un bon paquet d'années après. Mais littéralement, il y a des plans du jeu vidéo, c'est littéralement les maps du supplément. Ah oui. C'est littéralement ça. Ils ont dit tiens, on va mettre ça, on va le mettre là. Mais les auteurs, ils étaient rôlistes. JRTM, moi, il y a le système qui m'avait beaucoup déçu et surtout l'époque à laquelle on jouait. C'est pour ça que j'avais dit en intro le problème de l'époque. Parce que 1640. Ça parle pas aux gens. Ouais, ça parle un peu moins quand même. Non, ça parle moins aux gens, mais peut-être qu'à l'époque, ça parlait moins aux gens. Mais vu que juste après, on a une trilogie de films qui va imposer une vision du Seigneur des Anneaux à tout le monde, ça pose problème. Voilà. Oui. Là, Antoine, tu dis une chose qui est importante aussi, c'est qu'aujourd'hui, on juge tout ça par rapport à la période post-Jackson. Oui. Les 3 films du début des années 2000 ont complètement modifié la célébrité du mythe tolkienesque, ont modifié la façon dont on voit le Seigneur des Anneaux nous-mêmes, nous qui l'avons lu avant, et permet aujourd'hui de dire, voilà, on va jouer en Terre du Milieu, tu sais ce que c'est, tu as vu les films.
Même C'est ça. si les films ne sont pas totalement respectueux, loin de là, de l'œuvre de Tolkien, ils permettent d'avoir des informations primordiales sur le fonctionnement général, l'organisation géographique et les différentes peuplades qui se trouvent là. Les Et lieux. ça change beaucoup de choses. Hein. Ah oui. Les En lieux fait, aussi, moi, parce que... Ouais, vas-y. parce que pour moi, quand je parle du Seigneur des Anneaux, à des rôlistes et tout, pour eux, les films, en fait, ont donné lieu à un canon dans le canon Tolkien. Absolument. Et on joue dans l'univers de Tolkien, d'accord, mais on doit jouer encore dans ce cadre encore plus resserré de Peter Jackson. Quand il dit aux joueurs, hey, on va là-bas, et en fait, non, mais il n'y a jamais eu Homer à l'extérieur de la bataille, du gouffre de Helm. Mais non, on fait comme le film. Cameron, je m'en fous. Je veux les films. Bon, bah, d'accord, on va faire avec. Hein. Derrière, Antoine, à nouveau, tu évoques un truc qui pour moi est vachement important sur l'imagerie qu'on peut se faire aujourd'hui de l'univers de Tolkien, c'est que Jackson a figé les images, a figé la façon dont on voit les elfes et les nains. Je ne sais pas si vous avez vu ce vieux dessin animé de Ralph Bakshi, la première partie du Seigneur des Anneaux qui était sorti en 78, je crois. 79, je crois. Oui, 79. Les nains, par exemple, avaient des grandes capuches, comme on imagine les nains de jardin et des choses comme ça. Ils ne ressemblaient pas du tout à Gimli, comme on le voit en armure et tout. Non. Voilà. Et c'est... il y a une transformation. Aujourd'hui, on a une vision qui est façonnée par le cinéma. C'est un petit peu dommage, quelque part, parce qu'on devrait pouvoir s'approprier plus et imaginer un peu plus par nous-mêmes à quoi ressemblent tous ces personnages. Mais bon... les temps sont différents. C'est pour ça que quand on regarde un jeu des années 80, il ne faut pas oublier que nous, on est loin derrière et qu'il y a une sacrée évolution. Ouais, mais alors après, je dirais l'avantage pour les films quand même, c'est que dans tout le design, tu as quand même Alani et John Howe qu'on connaissait déjà en illustration, qui avaient déjà fixé, si tu veux, une imagerie. Bon, moi, je trouve que c'est Tennant Smith qu'on oublie à chaque fois parce que tellement magnifique ce qu'il peint, quoi. Mais ils avaient déjà fixé ça, puisque les éditions reliées du Seigneur des Anneaux, tout, il y avait déjà du John Howe, il y avait du Alani pour le Hobbit, enfin. Et on les a retrouvés, en fait, dans le design des différentes contrées. Après, les personnages, c'est autre chose, ça, c'est les acteurs qui vont... qui impriment la rétine, quoi. Mais en tout cas, pour Minas Tirith, pour Edoras, c'est des choses qu'on avait déjà en visuel, en fait. Oui, et il y a aussi des grandes trahisons. Alors là, je me permets un petit message personnel parce que j'ai une souffrance dans Le Seigneur des Anneaux, c'est la façon dont Éowyn a été traitée. La Dame du Rohan, qui est réduite à dont le rôle est presque réduit à celui de mauvaise cuisinière, c'est quelque chose qui m'a fait un peu mal. Il paraît que c'était un gag de tournage, c'est qu'ils ont eu sur l'instant l'idée d'improviser cette scène, mais ça a dénaturé le personnage qui a un impact énorme. Elle finit par liquider le roi sorcier quand même, mince, c'est pas une... Oui, quand même. Une deuxième main. Et il ne faut pas oublier que les personnages, tous, sont un petit peu modifiés, transformés. Pas toujours au point de Wayne. Oui, on va être gentil, quoi. Mais oui. Mais surtout on a tous une vision différente, je crois, de tous les personnages tels qu'ils ont été écrits. Mais c'est aujourd'hui, comme tu le disais à nouveau, Antoine, tu es pertinent, Antoine, hein, si je peux me permettre. Mais ça m'arrive une fois par an, ça doit être aujourd'hui. On est obligé de jouer dans le contexte qui a été figé par Peter Jackson dans ses films. Et ça, c'est une autre gageure, parce qu'on observe à la fois la réalité littéraire et les vérités cinématographiques. Et bien du coup, en fait, c'est parce qu'Antoine, il voulait préparer sa transition. Parce qu'il a relu un jeu de rôle extraordinaire. Une des meilleures adaptations du Seigneur des Anneaux. Fais-toi plaisir, Antoine. Parce que on a parlé de JRTM. Hein, tu disais que les derniers suppléments étaient sortis en 97. Pourquoi ça n'a pas continué? Parce que juste après, annonce justement, on va faire des films. Du coup, bon, on arrête. Et nous, on a le droit à ça. C'est beau. Non, mais en tout cas, très belle couverture. À mon ton en jouer, vous sentez qu'on va parler d'un chef-d'œuvre. Voilà. Oh oui. Voilà, parce que la trilogie est sortie et on a le droit à un jeu complet qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux, un jeu officiel sur cette série de films qui a marqué les esprits. 1 milliard d'Oscars, et des photos de fou, une campagne marketing la plus incroyable qu'on ait eue à l'époque. On va attendre même Marvel pour arriver à une force de frappe pareille d'un point de vue marketing. Mais le jeu avait tout pour plaire. En plus, regardez, sans déconner, la couverture, les claques. Voilà, je regarde ça, je suis dans Le Seigneur des Anneaux, il n'y a pas photo. Bon, alors c'est sorti chez Decipher, Decipher Studio, qui avait fait pas mal de petites choses. En fait, qui avait surtout récupéré tous les droits pour faire les jeux basés sur les films. Il y a eu ça, il y avait eu un jeu de cartes à collectionner sur Le Seigneur des Anneaux qui était quand même vachement réussi.
J'insiste, je dois être l'un des 4 personnes À à l'avoir avoir acheté. encore son paquet de cartes. Ouh. J'ai une fortune, tu n'as pas idée. Je vous ai dit que parfois j'étais obsessionnel. Non, pas du tout. Bref, que je sors et comment dire, il y a des partis pris intéressants. On va en parler. Donc, je parle Vas-y. surtout du livre de base parce que j'ai pas eu la foi d'acheter la suite. Oh, c'est décevant. Franchement, je suis déçu. Bon. Ils ont sorti beaucoup de suppléments. Non. Il y a eu 4 un supplément, un bestiaire avec créatures de la Terre du Milieu, basiquement sur quoi qu'on va taper. Qu'est-ce qu'on va rencontrer, qu'est-ce qu'on va taper. Parce que rarement, c'est pas un jeu où on était en mode hey, qu'est-ce qu'on va rencontrer, avec quoi on va discuter. Non, c'était pas trop salé l'esprit. Un bouquin un bouquin par film en fait. Basiquement, si vous voulez faire une méga campagne, ainsi de suite. Et puis il y a un supplément, il y avait un truc sur la Moria, mais qui n'est pas arrivé chez nous. Il y avait un guide sur le gouffre de Helm qui n'est pas arrivé chez nous non plus. Ouais. Tant pis. Et puis surtout, le guide des cartes, enfin les cartes qui étaient juste incroyables. J'y reviendrai. Bref. Fini le système Rollmaster simplifié de JRTM. On arrive à un système maison qui s'avère être en fait, attention, suspense, Ah oui. DD3. Mais avec 2D6 au lieu d'un D20. Attends, j'ai oublié Voilà. un truc. Oui, quand même. J'ai quand même oublié un truc. Ah oui, non mais... On se risque sur le bizarre. Voilà. Ouais, on Tu aurait peux dû le mettre continuer. juste avant, mais oui, Bah oui. tout à fait. Et oui, c'est leur système à eux, un système particulier, le système Soma, que je ne dise pas de bêtises. Coda. Ah, Coda, pardon. Soma, c'est un autre truc que j'ai lu juste avant. Donc, le système Coda. Donc, en fait, 2d6, plus une valeur, voilà, le bonus d'attribut classique, plus valeur de compétence, contre un seuil de difficulté. Du système des 20, mais avec 2d6. Bon, Ouais. le principe, alors, j'ai pas envie de critiquer parce que l'idée de reprendre un système que beaucoup de monde connaissait, un système des 20, des dés qui était là, DD 3.5 qui va commencer à arriver et tout inonder. De toute façon, j'ai pas envie de critiquer parce que maintenant tout fonctionne sous DD5. Alors bon, Attention à ce que tu vas dire. ben quoi, je ne vais pas le cacher. Arrêtez, soyons honnêtes, s'il vous plaît, un peu d'honnêteté sur cette chaîne. Ah non. Langue de bois et tout. Hein. Toujours, Ouais, comme marque de d'habitude. fabrique. Donc, on a ce bouquin, ce jeu qui arrive et qui, par contre, là, il va essayer de nous faire, comment dire, il va porter sur les films. C'est-à-dire que si c'est pas dans les films, ça n'existe pas. À 2-3 exceptions près, on va vous parler de 2-3 petits détails à côté, genre les êtres des Galgal qui sont pas dans les films, on va quand même les mettre dans le bestiaire parce qu'il faut quand même varier, parce que entre les orques et quelques abominations et les aberrations, faut bien varier un petit peu sur quoi on va taper. Et on a un système qui essaye de faire quelque chose, c'est-à-dire on est là pour se battre. Le système, il te dit, allez, pour se battre, il est vachement bien fait parce que DD, quoi, à la base. Mais on va essayer d'explorer, on va essayer de faire plein de petites choses. On essaie de faire de l'exploration. Ça marchera pas vraiment parce qu'il y a pas mal de suppléments que j'avais regardé. C'était pas mal de donjons. Voilà, c'est du bon vieux donjon. On va explorer, mais attention, dans le couloir à votre gauche, il y a 2 orques et une araignée géante. Un peu plus loin, il y a un troll et attention, il y a un piège. Mais sinon, on est dans l'esprit des films. Tout le monde se souvient dans les films de ce moment où Sam et Frodon marchent et hop, il y a une trappe qui s'ouvre et il y a des pieds en dessous. On se souvient de ça. C'est honteux. Je schématise à peine. Il y a une scène comme ça dans un des suppléments. On va dire, ouais, mais c'est les orques qui mettent ça pour piéger les proies pour se nourrir. Les gars, est-ce que tu as déjà vu un sanglier se balader à Kiritungol sans déconner? À quel moment? C'est de la créativité, ça. Non, mais c'est de la créativité. Par contre, c'est bien. On essaie de créer quelque chose. Mais le système, il est un peu... il n'est pas hyper équilibré parce que on reprend un système qui marche bien, qui a fait ses preuves, mais on change les dés, donc c'est du 2d6, et du coup, la courbe de proba, elle en fait un peu casse à tête. Ça va changer beaucoup de choses, ce qui fait qu'avec une courbe de proba pareille, votre personnage qui est très bon, il sera très bon tout le temps. Un personnage qui n'est pas bon, il sera pas bon tout le temps. Il a beaucoup moins de chances de faire des actions d'éclat. Ça a tout faussé. Et c'est bien dommage. D'autant que c'est pas équilibré. Vous jouez un elfe, vous allez voir, vous serez pété. Toujours. Les elfes sont bien meilleurs. On a compris, Legolas dans le film, il fait des trucs de fou, il fait du skate, il est capable de tuer un olifant avec 2 flèches. Bref, on peut rien faire contre Legolas. Et si on vous dit que Legolas, ce n'est qu'un seul représentant et que sa famille, ils sont encore meilleurs, alors là, on va le montrer. Et vous allez jouer beaucoup de choses. On va jouer des elfes, il y en a dans tous les sens. Parce que tu veux jouer un Noldor, tu peux.
Ok, on les a vus un moment dans les films, donc ok, on peut jouer à Noldor. Bah oui, tant qu'à faire. Vous allez avoir donc plein de branches elfiques, vous allez avoir des hobbits, il y a toutes les familles hobbits, les grandes branches hobbits, elles sont dedans, les humains c'est pareil, les nains c'est pareil. On se retrouve donc avec une création perso qui est un peu lourde. Voilà. Ah bon? Hein, quand même. Il y a beaucoup de choses. Même s'il y a des bonnes idées, on retrouve des vocations, en fait, c'est des classes de personnages. Mais bon, on va retrouver aussi des vocations épiques, donc des classes épiques, hein, voilà, des classes de prestige. Bon, Ça c'est alors. dommage. Et ça va vite partir en vrille si je vous dis qu'il y a des magiciens dans tous les sens. Je rappelle, ce jeu, il est là pour émuler les films. Et là, nous avons un système avec 71 sorts. Voilà. Est-ce qu'il y a la Ah oui, boule de non, feu? mais c'est vrai que. Non, mais c'est vrai qu'on voit surtout Gandalf qui fait des trucs, mais à l'arrière-plan, si vous regardez bien, si vous zoomez dans le noir, vous devez voir Pipin qui est en train de balancer de la fireball dans tous les sens. J'ai pas la même édition, je pense. L'étalonnage visuel qui était pas bon, c'est ma faute. C'est parce que t'as pas l'édition 4K. Là, tu le vois. C'est pour ça. Moi, je suis resté à la vieille DVD, tu sais, où c'est un peu oui. flou. Et, voilà. Oui, c'est pour ça. Bon, Que tu vois. le jeu était rigolo, et par contre, on voit malheureusement que ça part un petit peu trop en vrille parce que vous allez avoir un chapitre où il y a beaucoup de sorts et tout, et le problème, c'est que vous allez aussi voir que les magiciens, ils sont pas bons. Les elfes sont surpétés. Ouais. Les guerriers sont bien meilleurs que les magiciens, parce que les magiciens, ils font rien du tout, sans déconner. Un bon mage, il est peut-être capable de blesser grièvement un orc. Un guerrier moyen massacre 2 orques par tour. À peu près, ouais. Et les elfes, c'est encore pire. C'est une Ah boucherie. bah les elfes, ils vont chercher une Nazgûl au fond, il n'y a pas de problème. Parce que j'ai pas une Nazgûl. Et dans le bestiaire, vous savez c'est quoi la première entrée du bestiaire? Le roi sorcier d'Angmar. Ouais, c'est un autre Sur l'ordre hein. alphabétique. C'est ça. On a le roi sorcier d'Angmar, on a les Nazgûl, on a Saruman, et ça je vous ai présenté les 2 premières pages du bestiaire. Ah oui, mais tout à fait. Non mais à Rollmaster, on était carrément bien meilleurs. Et encore, Ah, je suis en forme, mais oui. Mais non, t'as mais pas non. tout vu. Il décante de Warhammer. Avec les à fond. C'est ça. Et après, et dans le bestiaire, il y a des orques, des demi-orques. Donc il y a des idées intéressantes qui sont mentionnées dans les films, mais pas vraiment mis. On a les êtres des Galgal, histoire de varier un peu tout ça. Vous savez, pour qu'il y ait quelque chose entre l'orque et le Nazgûl, il faut quelque chose entre les deux. Bah, il y a les trolls. Mais bon. Parce que il y a des trolls. Et attention, préparez-vous, le Balrog. Ah, quand même. Les stats du Balrog. Et Ah bah. combien d'XP ça rapporte un Balrog? Je rappelle qu'on est censé respecter l'esprit des films. Donc Après, apparemment, il faut croire que la communauté de l'anneau, c'est des branquignoles niveau 1. En même temps, Gandalf il meurt quand il le défonce. Bah, Il revient niveau 2 avec une classe de prestige, c'est bon. Ah oui, c'est sûr. Déjà, un jeu qui te propose à un débutant de jouer un Noldor, si tu fais jouer un Noldor à quelqu'un qui connaît rien à la culture des Noldor, Oui, là, on est vraiment voilà, c'est compliqué. Hein. Et oui, bah voilà, on essaie un autre style. Bon, après, par contre, ouais, je crache un peu sur le jeu, mais en fait, la présentation de l'univers était assez propre. C'était assez succinct. On est très loin d'un JRTM ou quoi que ce soit, mais comme porte d'entrée pour des rôlistes. En mode, je vois les films, je veux m'intéresser au Seigneur des Anneaux. On avait une présentation assez correcte des différents peuples, des différents lieux, et pas juste la comté, Minas Tirith, Foncombe et la Moria. On fait un peu plus. Sans être brillant, hein, faut pas exagérer. Hein. Decipher, non, c'est pas. Si, c'est ça. Decipher, ils n'ont jamais été très bons pour faire ça. Et le nombre de coquilles. Alors, moi j'ai la VF. La VF a assez de coquilles. Il y a plus de coquilles dedans que de Pokémon dans un Pokédex. Hein, et Pokédex dernière édition. Hein. Ah oui. Mais la VO, je l'ai feuilleté. Et mon Dieu, il y a des erreurs. Préparez-vous avec des orques qui ont plus de force qu'un Nazgûl. Après, un Nazgûl, techniquement, c'est un spectre. Hein, il peut rien soulever. Mais, je ne sais pas comment ils l'ont justifié, mais c'est vrai qu'on a des. Tu regardes dans le truc, tu vois, le chef orc. Il soulève 2 enclumes comme ça tous les matins. C'est l'entraînement de bas chez Sauron, hein, on est assez sévère. Bref, c'était assez particulier comme édition. On ne comprend pas où on va. Là, il y avait des objets magiques. On vous présente comment créer des objets magiques. Ouais, parce que c'était pas mal. Les films te présentent des objets magiques tous les 2 mètres. Alors on se dit que au final, tout le monde doit avoir le sien. Hein, au moins. Mais bon, on comprend qu'il y a un souci dans le jeu quand le premier objet magique qu'on vous présente, c'est l'anneau unique. Et les stats de l'anneau unique et les effets de l'anneau unique. Il y a
Et du coup, il y a les anneaux magiques, les anneaux de pouvoir, ils y sont tous. Voilà, on a les effets et tout. Et d'autres petits soucis comme Enduril. Vous avez les stats d'Enduril. Et j'ai jamais trop compris parce que ça veut dire qu'il y avait le risque que les joueurs se disent bah moi je la veux, je joue Aragorn, je fume Aragorn, je prends son épée. Qu'est-ce qui va m'en empêcher? Le maître de jeu, peut-être, je ne sais Non pas. mais voilà, parce que moi je me mets à la place de joueurs qui viennent un petit peu de donge, qui se dit donge classique en mode bah, moi si je veux un objet, je le prends. Hein. Voilà. Voilà. Ah, Le seul obstacle entre moi et l'objet, c'est le porteur. Le porteur, ça s'élimine. Je pense que dans ce jeu, à mon avis, l'auberge du poney fringant a dû brûler plus d'une fois. Il y a des chances. J'adore parce que ce que tu décris là, c'est tous les périls qu'il peut y avoir dans un jeu qui a pour sujet adapté d'une les licence, c'est ça. C'est ça. Et ben ce jeu, il a tous les défauts. Voilà, il y a tout pour bouleverser le canon. Voilà, c'était peut-être ça qui était voulu à la base. Réinterpréter l'univers à votre sauce, éliminer Frodon, prenez l'anneau, prenez le contrôle. Et à partir de maintenant, c'est la comté qui dirige la Terre du Milieu. Non, c'était surtout fait pour faire du pognon avec la licence et puis avec des jolies images du film et puis voilà. Alors attention, on est sur des photos des films, c'est bien, mais la définition des photos est totalement aléatoire. Oui, ils le vendent bien. Alors, c'est un petit peu le pari qu'on s'est fait, c'est qu'après cette émission, les codes de ce jeu sur le marché local vont tout défoncer. Et on pourra avoir du JRTM pour 15 balles. Tandis que ce jeu-là, par contre, là, c'est 100 balles minimum le livre de base. Parce que c'est collector, c'est incroyable. Je veux dire, faut pas déconner. Quoi. Oui. Voilà. Donc, non, les photos qui sont dedans, il y a des photos en haute définition et tout, ce qui est très joli. Parce que quand c'est tiré d'un film, quand c'est des photos des acteurs et actrices principaux, là, c'est impressionnant, ça claque. Mais parfois, on vous met en quasi pleine page des photos d'un figurant, histoire de mettre un peu de variété, montrer que chez les elfes, il n'y a pas que Legolas. Et la qualité, elle chute très vite, et c'est moche. Et pour les petits chanceux, que dis-je, les incroyables chanceux qui ont l'écran chez eux, on en reparle de l'illustration pixelisée. Alors, je pense que on parlera des écrans. Parce que quand même, parce que l'écran était incroyable, hein, avec cette illustration en 480p qu'on a étalée sur 4 panneaux. Ah oui. Oui, c'était magnifique. Non, mais je pense que en fait, Melkor, depuis le vide où il a été emprisonné avec la grosse chaîne, il a balancé une malédiction sur les écrans de jeux de rôle de l'anneau unique. Du milieu. Parce que je ne pense pas qu'il y en ait un seul de potable. Oui, aussi, mais en tout cas pas celui-là. Non. Donc, pour moi, voilà, c'était rigolo. Mais voilà, le but c'était d'attirer des gens vers le jeu de rôle et tout. Le système n'était pas le meilleur, loin de là. Voilà, moi je suis un peu salé sur ce jeu, hein, vous l'avez peut-être senti, parce qu'en fait, ce jeu, je l'ai acheté il y a 11 ans. Hein, et la cicatrice n'est pas refermée. Est-ce que ça va mieux ce soir? Et ce bouquin, sans déconner, je l'ai acheté il y a 11 ans. Je suis rentré chez moi, je l'ai feuilleté. Au bout d'une heure, je l'ai refermé. Je l'ai rouvert pour la première fois cet après-midi. C'est beau. La couverture a craqué. Vous savez, quand le bouquin il était jamais ouvert, ça fait cric. J'étais en mode oh, ça fait longtemps. T'as fait une Coriolis? Oui. De nos jours, c'est typiquement un bouquin de qualité Coriolis. Mais je suis allé sur le GROG cet après-midi pour préparer cette émission, et il y a des gens qui adorent ce jeu. Il y a des gens qui oui. Alors, oui, le jeu, mais il faut se remettre dans le contexte d'il y a 20 ans. Il n'y avait pas de. On avait le choix entre JRTM qui commençait peut-être à être difficile à trouver en boutique. Ah ouais, c'était fini. Les rééditions, c'était compliqué. Surtout qu'en France, pour trouver une réédition au marché de l'occasion, c'était pas trop ça non plus. Et on a ce jeu qui arrive quand même avec des visuels des films et tout, et on a envie de jouer. Peut-être, en fait, le premier jeu officiel du Seigneur des Anneaux. Bah oui. Et je peux comprendre. Et le système, c'est du D20. Ça vendait du rêve. De D6. Franchement, ok. Mais bon, on fera bien mieux après, mais il faut avouer que, remis dans son contexte, il y a une vingtaine d'années, pareil. C'est pas mal. Puis bon, je vais pas critiquer un bouquin qui tourne sur des D20 quand on a eu Aventure en Terre du Milieu qui tourne sur des D20. sous des D5. Voilà, ça change pas. Par contre, supplément ultime, les cartes. Il y avait un supplément de cartes pour ce jeu. Alors, je les ai plus là parce qu'elles ont servi de poster. Voilà. Donc, je peux plus vous les montrer. Pour moins de 20 €, vous aviez une quinzaine de cartes de toute la Terre du Milieu. Donc, la Comté, les classiques. La Comté, l'Arnor, vous aviez le Rohan, vous aviez le Gondor et vous aviez des maps du Mordor. À quel moment on a des cartes du Mordor Sud? T'en as pas beaucoup. Ah oui. Tu les avais dans JRTM, mais c'était inventé, quoi. Oui, mais c'était les vraies cartes officielles. C'est les cartes officielles qui étaient refaites en haute définition avec des cartes d'un format parfait à utiliser en jeu.
Et ça, pour moi, c'est pas le truc qui a sauvé la gamme, mais c'était le meilleur goodies qu'on puisse trouver. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il est trouvable encore. Hein. Je crois qu'il se trouve sur le réseau des boutiques. Vous pouvez encore trouver ce petit supplément, ce recueil de cartes. Allez-y. Pour l'anneau unique, à tout hasard, c'est de la bonne. Foncez. Ouais, parce que justement, carte et périple, il est un peu plus difficile à trouver. Bah écoute, moi je vais parler rapidement de deux choses, parce que pendant qu'il y avait les adaptations officielles, hein, donc JRTM, on est passé au Seigneur des Anneaux, il y a eu aussi de la production amateur en France. Et la première, je vais vous mettre ici, paf, voilà, Tiersage. Ouf, par... ça pique. Ouais. Ah oui, bah oui, forcément. Hein. Oula, oui, c'est fait exprès. Le halo est fait exprès, hein, donc tout va bien. Hein. C'est signé par Jean-Philippe Jaworski, lui-même, avant qu'il commence à écrire Le Vieux Monde, où je pense qu'il avait déjà commencé à écrire, mais c'est pas encore publié. Illustre inconnu, on vous en parlera un jour. Voilà, oui. Bah, vous avez une petite interview de lui aux Imaginales, quoi. Et surtout, voilà, le JRTM, le jeu gratuit des Terres du Milieu. JGTM. Donc ça avait été trouvé sur à nouveau, le forum des cours d'Oberon. On en parle régulièrement, hein, pour la création de jeux de rôle, quand même important. Donc voilà, lui était au dernier trimestre 99. Pourquoi ? Parce que les films allaient arriver, et JRTM, c'était fini, ils n'avaient plus la licence. Donc, comment je fais ? Par contre, dans son propos, il a dit bien, JRTM, c'était cool, je me suis marré, mais c'est pas du tout l'esprit Tolkien. Il dit, réduction des PJ à quelques classes de personnages, la magie à des desks du système Rollmaster qui faussait l'essence. Sam Saga, c'est un hobbit jardinier au début du Seigneur des Anneaux. Quel rapport avec le scout ou le warrior ? Que tout PJ hobbit est forcé d'être selon JRTM. Pareil pour la magie, etc. Donc il a essayé de créer un système qui soit plus dans l'esprit. Alors ça va rester un système avec quand même de l'époque, hein, fin des années 90, début 2000, avec le D20 et autres, donc plus le petit combat, mais. Donc il a développé Tiersage. Vous pouvez le trouver encore le PDF très facilement, hein, parce que c'est une production amateur. Donc, et vous allez avoir donc les caractéristiques qui sont expliquées, les races, les cultures et les vocations. Ça vous parle ? Ou pas ? Un peu, oui. Vaguement. Bon, c'est sorti en 99-2000, hein, la petite chose, là, voilà. Donc après, voilà, tu as des tests de compétences, etc. Hein. La gestion de la santé. Tu as deux styles de magie, une magie spontanée, une magie rituelle. La magie elfique, avec des dons, etc. Mais alors, tu te dis, ouais, t'as quand même un paquet de pages avec des sorts, mais non, ça respecte vraiment le canon de Tolkien, et dès que tu t'amuses, t'as l'œil du Mordor qui vient te regarder d'un petit peu plus près, voir ce que tu fous. Où est-ce que j'ai déjà vu ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Donc je pense que Francesco Nepetiello a dû tomber sur ce truc-là. Je ne sais pas, ou pas. Après tout, on peut avoir des choses qui se ressemblent à un moment donné. C'est une convergence de pensée. Il faut faire attention. Il y a beaucoup de gens qui peuvent subir les mêmes influences au même moment. Hein. Oui. Ouais, exactement. Donc là, on a la carrure, la grâce pour tout ce qui est agilité, l'éveil pour l'intuition et autres. Donc déjà, il avait tout renommé. L'érudition, tu avais la poésie, parce que c'est quelque chose qui est très important dans le monde de Tolkien, hein, puisque le monde est créé par la musique, il faut le rappeler, le chant, la noblesse, la prestance, et ensuite, après, tu vois, t'es noté de catastrophique à légendaire, et tu incrémentes ton dé, tu pars du D4 au D100. Donc alors il y a des dés qui sont pas évidents à trouver. Hein. Ouais, alors le dé, parce que dans la liste, je vois D30. Oui. Des D30, ok, j'en ai, parce que j'ai acheté des billes dès que j'en avais l'occasion. Tu prends 3 D10, voilà. Oui. Puis t'as des simulateurs pour oui, voilà. Maintenant, oui. Voilà, mais Bah oui. Ouais. Je le remets à l'époque. Et tu avais donc le système de la mélancolie pour les elfes. Pour les Noldor, c'est 1. Et plus tu montes, plus tu as envie de partir au Valinor. Mais c'est quoi le système de résolution de ce jeu-là ? Ça fonctionne comment ? Alors, c'était un système de caractéristiques, et tu jettes tes dés selon un niveau de difficulté qui est fixé à l'avance. D'accord. Tout bête, quoi. Vraiment tout bête. Et moi, je l'avais trouvé vraiment, vraiment cool, quoi. Et selon tes vocations et autres, ça te donnait des points différents à répartir. Ça alors. Voilà. Donc, très intéressant, un bel exercice de style. Donc, je passe, parce que je ne vais pas vous faire. Mais là, par exemple. Oh, il y a du travail quand même. Ouais, tu vois, là, par exemple, tu as l'enfance du personnage orc. Bon, on va peut-être pas jouer un orc, mais il l'avait prévu. Donc, je vais essayer de prendre, par exemple. Alors, j'en prends vite fait, parce que l'enfance du personnage nain. Voilà. Attends, j'essaie de voir que je me trompe pas. Tac, voilà. Oh, ça m'a dit quelque chose, ce système. T'as l'héritage culturel du nain, voilà. Tu as 15 points dans les compétences suivantes.
tu mets, hein, comme tu as envie, donc voilà, tu as pas mal de trucs. Et ensuite, milieu d'origine. Tu peux être originaire des montagnes bleues, hop, des compétences en plus. Tu peux être originaire des monts brumeux ou des monts de fer. Tu peux être dans un milieu d'artisans ou d'itinérants. Et ensuite, tu détermines son enfance. Voilà. Et à chaque fois, ça te rajoute des points de compétences, etc., qui vont monter au fur et à mesure. Donc oui, ça rappelle beaucoup de choses. C'était très malin. On sent qu'il y avait une profonde réflexion de Jean-Philippe là-dessus. Je pense qu'un de ces jours, de toute façon, on le réinvitera pour en rediscuter parce que de toute façon, tu sens qu'il est à fond sur le jeu de rôle et la littérature. Donc, et c'est super malin. Autre petit supplément amateur, et je vais passer quand même assez vite parce qu'on va pas faire toute l'émission dessus, c'est Terre de héros par Olivier Legrand, donc, qui est universitaire. Donc, je vais essayer de vous le partager, ce sera mieux. Hop. Si vous voulez intervenir en même temps que je blablate, allez-y. Hein. Alors, nous, on t'écoute, nous sommes charmés. Mon Dieu. Ça alors. Bon, ce suspense, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Ouais. On ne veut pas te mettre la pression, mais on te regarde. Voilà. On te regarde. La Terre des héros, aventure épique dans l'univers de Tolkien. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'Olivier Legrand, donc, il est universitaire, et il réfléchit à chaque fois sur des adaptations gratuites. Hein. On peut trouver tout gratuitement sur son site. On vous mettra les liens dans la description de la vidéo quand ce sera sur YouTube. Il essaie de retrouver aussi, pareil, l'esprit de ce qui fait l'esprit d'une aventure dans les écrits, dans le légendaire de Tolkien. Donc voilà, on casse tout le côté donjonesque, en fait, hein, pour essayer de retrouver en tout cas une forme d'esprit. Donc il y a plusieurs livrets, hein, que vous retrouverez. Comment on crée son héros, les différents types de les races, les elfes, les nains, les humains, les hobbits, les prouesses, les périls, l'héroïsme, destinée. Voilà, les hobbits, c'est vraiment à part. Donc, comment tu crées ton héros? Alors, tu crées d'abord son passé, son nom, etc. Tu vas ensuite... Alors, les différents traits. Donc, pareil, tu vois, de 1 à 6, donc de faible à extraordinaire. Tu auras des ressources que tu vas déterminer. Différents talents que tu vas pouvoir appliquer. Tu vois, t'en as 10. Pas non plus la folie, mais en tout cas, ça rejoint un petit peu guerrier, pisteur, scald, stratège, etc. Bon, stratège, oui, bon. Pourquoi pas? Espion, j'avoue que je vois pas trop. Ou alors des espions orques, mais j'avoue que chez Tolkien, on voit pas trop. Espion était aussi dans celui-là. Hein. Oui, tout à fait. La version là, tu avais des classes d'espions et tout. Tu as la toile de fond, les différents langages, etc. Dernière touche, donc tu mets ton équipement, ta destinée. Donc en fait, lui, il part sur le principe, et en tout cas, c'est lui ce qu'il en a retiré des écrits de Tolkien, du légendaire, c'est la destinée des héros. On n'est pas dans le héros campbellien, attention, hein, pas du tout sur ça, mais on part du principe que tous les personnages ont une destinée avec des points qui seront attribués, qui permettront d'accomplir des hauts faits, ce genre de choses. Ça, c'est assez Tolkienesque, hein, quand même. Ouais, tout à fait. Après, par contre, est-ce que c'est vraiment des destins ou est-ce que c'est plutôt des choix qui sont foirés à des moments donnés? Je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, il a cette capacité, Olivier, à essayer de retrouver l'essence de ce qu'il fait un écrit pour l'adapter au jeu de rôle. Alors, c'est toujours du D6, hein, généralement. Hein. Voilà, règle de réaction. Donc, il y a, pareil, des particularités pour les nains, des particularités pour... Voilà, donc, tu vois, le nain, tu vois, ça ressemble un petit peu plus... C'est un mix entre les dessins des années 70-80, début 90, avant les films et après. On a un petit peu au croisement des deux, quoi. Et c'est un peu comme ça qu'on les imaginait, je pense. Hein. Les elfes, on te fait bien comprendre que tu peux jouer à Noldor, c'est cool, c'est vachement bien. Par contre, si tu veux un Noldor qui a vécu au premier âge, il va se taper tous ses souvenirs avec lui, et il va être encore beaucoup plus sensible à la langueur, et donc à se dire, ouais, finalement, les Havres Gris, c'est cool, ce bateau, il est pas mal, en fait. Ouais, je vais monter dedans, en fait. Salut. Voilà. Donc, je le fais en déconnant aussi, hein. J'ai un peu moins d'humour qu'Antoine ce soir, je trouve, quand même. Et c'est vrai que voilà, sa faiblesse, c'est l'appel de Valinor. Donc pareil, il a quand même trouvé cet équilibre-là, et qu'on retrouve aussi, hein, d'ailleurs, dans les autres itérations amateurs, et puis dans la Noénique, hein, qu'on verra ensuite. L'art des elfes, donc, voilà, tous les objets elfiques, prouesse et péril. Comment tu passes tes épreuves, tu vois, c'est des D6. Tu lances un D6, tu compares à la valeur du trait. C'est tout. D'accord. C'est vraiment à chaque fois des systèmes très légers, peut-être un poil trop quand on a envie d'en faire un peu plus, si tu veux, mais il a le mérite, c'est pour ça que je voulais vous le montrer, il a le mérite de parler de comment on peut réussir à capter l'essence des récits de Tolkien et traduire ça en jeu de rôle. Et je crois qu'il faut tirer un grand coup de chapeau à Jaworski et à Olivier Legrand.
Ouais, tout à fait. Parce que là, ils ont vraiment mis à disposition une réflexion personnelle. Tout à fait. Ils n'ont pas disposé des moyens d'un grand éditeur. Ils n'ont pas travaillé en équipe avec des rédacteurs, des correcteurs, des gens qui ont testé le système. Ils ont partagé leur passion directement et je trouve ça vraiment, c'est un plaisir de voir qu'ils ont fait ça parce que là, on regarde sur Legrand, il a une recherche sur l'iconographie, il essaie de présenter ça avec une certaine cohérence par rapport à l'univers qu'il aborde. Oui, et là, je manquais de calibrer. Oui, mais c'est quand même un boulot estimable. Et moi, j'y vois un travail de passion et j'applaudis dès demain. Je ne peux pas faire autrement. Et c'est 4 livrets de règles. Pardon ? C'est 4 livrets de règles et 4 petits textes introductifs un petit peu plus universitaires qui expliquent toute la démarche qu'il a derrière. Ah, bien. Et tout ça, on le récupère sur son site. Hein, il y a zéro problème. Vrai. Donc, tu peux te lire la démarche pour voir comment il est parti, comment il a créé Terre des héros. Et 4 livrets de règles, là, je t'ai montré la création de perso, etc. Mais après, tu as les adversités, etc. Donc, et ça, c'est la 3e édition. La première date de 2004-2005 et Jean-Philippe Jaworski, c'est 99-2000. Donc, tu vois, il y a 5-6 ans d'écart, hein, c'est pas énorme non plus. Hein. Mais il y a 2 approches différentes pour recapter l'esprit de Tolkien. Et comme tu dis, le fait de partager ça, mais c'est que du bonheur, quoi. Ah ouais, absolument. Donc voilà ce qui se passait en France. Et, mais c'était de l'amateur. Tout aussi bon soit-il, c'est de l'amateur. Ah oui. Nous, Decipher, ça s'arrêtait quand ? En 2002, 2003, dans ces eaux-là, Non. Decipher, attends que je regarde les dernières sorties. Alors, en France, les cartes sont sorties en 2004. Après, on était quand même sur une gamme assez courte. Et ramassé, c'est quoi ? C'était 2003, le retour du roi au cinéma. Ouais. Donc, ils ont surfé sur la série des films. Et l'année d'après, ça s'est essoufflé parce que... Je ne sais pas s'il y a eu un succès énorme déjà pour la version Decipher. J'ai un doute. Il a dû marcher. Il a marché au début, puis je pense qu'il s'est essoufflé assez rapido. Et puis surtout, je pense que au bout d'un moment, tu sais, il y avait des rachats de. Oui. Parce qu'il y a 2 branches chez Tolkien pour les droits. Tu as le Tolkien Estate, qui est celle qui s'occupe des œuvres et du respect du légendaire, qui est très très contrôlé. Et de l'autre, tu avais eu l'adaptation du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, qui avait été racheté par une compagnie qui elle-même a été rachetée, puis rachetée, pour arriver à Embracer Group aujourd'hui. Et à chaque fois, tu as différents rachats, donc, mais tu n'as que les droits du Seigneur des Anneaux et du Hobbit et quelques appendices. D'où un autre problème, on en parlera dans les adaptations quand on fera cette thématique Tolkien des adaptations, des anneaux de pouvoir que moi je conchis à plus finir, mais la grande difficulté, c'est que ils étaient limités par le Seigneur des Anneaux et tu peux pas t'amuser avec le Silmarillion en fait. Donc c'est compliqué de faire le 2e âge sans le Silmarillion, on va pas se mentir. Et en jeu de rôle, c'est pareil. Ah bah oui, clairement. C'est la même problématique, c'est que tu ne peux pas faire mumuse comme tu as envie, quoi. Oui. En plus, lui, il est sorti en début 2000. Début 2000 en France, le jeu de rôle se portait pas bien, hein. Et oui. Il était sous perfusion. Mais je suis passé totalement à côté du Seigneur des Anneaux dont tu nous as parlé, Antoine, parce que c'est un produit qui n'a pas eu d'écho très favorable autour de moi à ce moment-là. Et puis, je suis comme beaucoup de joueurs. Je finis par découvrir les jeux quand j'entends dire qu'un jeu est bien ou pas bien, parce qu'aujourd'hui, on a des jeux qui sortent, je sais pas, on doit avoir 3 ou 4 jeux de rôle qui sortent chaque mois dans le monde. Difficile de voir ceux qui vont marquer leur époque. On est obligé d'avoir un retour, savoir ce qu'en pensent les autres avant de pouvoir se déterminer dans nos choix. Oui. Alors, j'étais pas là à l'époque pour en dire du bien, alors c'est ma faute. Voilà, Antoine, je l'avais acheté, j'aurais dû faire une vidéo de suite, alors en mode, attention, banger absolu, voilà, c'est la référence, celle qui va marquer sa génération, ou pas. Nous, par contre, on est des adultes. On pourrait peut-être s'en faire un petit. Voilà, n'est-ce pas? Donc, du coup, ça me fait penser à autre chose. C'est que pour patienter entre. Parce qu'il n'y avait plus rien. Après le Seigneur des Anneaux, le jeu de rôle, enfin, Lord of the Rings, RPG, il n'y avait plus rien du tout. À part s'amuser à replaquer des systèmes pour émuler. Pour maintenir un peu la flamme, en tout cas, entre-temps, il y avait ceci. Other Minds. Qui est devenu. C'est d'abord Other Hands qui est devenu ensuite Other Minds. Donc c'est du fanzine, complet. Et Other Minds continue, ça continue à sortir. Alors bien sûr, c'est du matos pour l'anneau unique, donc The One Ring RPG, et toujours du JRTM dedans, du Middle Earth Role Playing Game, il y en a encore dedans. Et on le trouve gratuitement, pareil. Vous tapez Other Minds et vous avez le fanzine.
que vous pouvez choper en PDF gratos, donc aucun problème de droit à vous montrer cette petite chose. Hein. Et pareil, tu vois, il y a un petit peu de mise en page, etc. Tu vois, The Road Goes Ever On, on te parle un petit peu de ce qui se passe, des différents produits, qu'est-ce qui était adapté dans les différents pays et autres. Tu vas avoir ensuite quelques informations, des trésors, puisque on reparlera de l'anneau unique, le jeu de rôle. Tu as le système des trésors, donc là, ils viennent t'expliquer un petit peu plus. Tu as ensuite des créatures pour Middle Earth Role Playing Game et One Ring. Donc, tu as un petit peu de... Voilà, si tu veux mettre des ogres, comment ça marcherait en respectant l'esprit de Tolkien, ce qui n'est pas déconnant, hein, puisque les ogres, c'est mythologie nordique et autres. Il a été beaucoup pioché dedans quand même, donc pourquoi pas, quoi, j'allais dire. Et là, il t'explique, mais vraiment, c'est des gens qui sont très pointus dans le légendaire. Hein. Ils ne font pas trop n'importe quoi. Tu vois, tu as les Werewolves of the West. Bon, les dessins, voilà, hein, c'est de l'amateur. Oh, c'est pas mal. Ouais, celui-là, oui. Celui-là, un peu moins. Voilà. Ensuite, tu vois, par exemple, Orc Tribes of the Wilderland. Donc, on te parle des différentes tribus qui peuvent exister dans certaines parties du monde. Et ensuite, tu as le Arondor en 1645 si tu continues à jouer à JRTM. Et ça, tu en as dans chaque truc. L'émigration des hobbits. Des points d'histoire. C'est bien ça. Et tu as ça, mais je ne sais plus à quel numéro on en est maintenant. Je crois, si je ne dis pas de conneries, on doit être dans les 30 ou 40, je ne sais plus exactement. Et c'est vachement bien, quoi, si tu as envie de... il y avait ça, en fait, pour avoir un petit peu à manger avant que donc l'anneau unique arrive enfin. D'abord donc en Angleterre, aux États-Unis, puis en France peu de temps après, donc The One Ring, fait par Francesco Nepetiello, Marco Maggi, etc. Hein. Et l'anneau unique, en fait, c'est une évolution. Il faudra en discuter avec Francesco lui-même, mais c'est une évolution de War of the Ring, le board game qui est devenu légendaire depuis, parce que c'est un des meilleurs board games, qui est pratiquement un wargame qui permet de reconstituer sur table en à peu près 5 heures de jeu pour 2 joueurs toute l'épopée du Seigneur des Anneaux. C'est un jeu extraordinaire. Pas tout simple, mais extraordinaire. Et Francesco était associé à ça. Et Francesco a fait beaucoup de jeux de plateau. Alors qu'il m'a dit aussi qu'il était joueur de jeux de rôle, il pratiquait les jeux de rôle déjà depuis les années 80. Il lisait Casus Belli, même s'il était italien, il est vénitien. D'accord. Et donc, il était là-dedans. Et quand on en parlera, si j'ai la possibilité d'aborder ça, je crois qu'il y a des moments où on peut se dire qu'il y a une réflexion de créateurs de jeux de plateau dans les mécaniques qui sont utilisées dans l'anneau unique, qui fait que c'est un jeu vraiment différent de ce qu'on trouve actuellement sur le marché, dans tout domaine confondu. Ouais. Donc c'est quelle année exactement déjà l'anneau unique? Parce que bon, moi j'ai découvert un petit peu plus tardivement. C'est 2011, non? C'est 2011. Ça, c'est 2011. Chez nous, je crois que c'est 2011, un petit peu avant. Mais bref, on est en début année 2010. On est vraiment tout au début. Ouais. C'était une évolution donc de War of the Ring, parce que bon, la passion de Francesco repasse dans son jeu de rôle au final, et parfois il se laisse emporter par sa passion, mais on en discutera. On verra comment. Ouais, ce que j'allais dire, on va juste aborder quelques points de One Ring quand même, hein, parce que sinon. Oui. C'est dommage. Oui. On en reparlera bien plus longuement si on peut avoir toi et Francesco en même temps et balayer toute la V1, etc. Mais déjà, c'est l'esprit. J'allais dire, est-ce que c'est pas la meilleure chose qui soit arrivée à l'univers de Tolkien, ce jeu de rôle, l'anneau unique? Je pense que oui. C'est toujours perfectible, bien sûr. Mais la qualité, un esprit et surtout peut-être la bonne période. Parce que j'y reviens toujours, hein, la période, elle fait beaucoup selon ce que tu vas plaquer comme mécanique dessus aussi, quoi. Ouais, mais en même temps, la bonne période, regarde, le jeu apparaît 5-6 ans après le dernier film. Et puis, il se met un peu en porte-à-faux par rapport au film, parce que c'est un jeu qui, définitivement, fait le choix de ne pas privilégier les grands coups d'épée dans la figure. Le jeu les règles de résolution de combat sont très abstraites et ne visent pas à faire de la simulation. Bon, on prend en compte la possibilité de faire des coups exceptionnels, de réussir à abattre un adversaire d'un seul coup, mais on résout les combats relativement rapidement, de façon assez efficace.
On n'est pas dans quelque chose de démonstratif où on calcule le point d'armure sur le poignet, l'usure de l'arme ou des choses comme ça. On n'est pas du tout là. C'est dans le système de résolution des actions est beaucoup plus est abstrait, puisqu'on est là aussi dans une présentation très narrative des choses. C'est un jeu qui n'est pas tellement dans l'air du temps à ce moment-là. On aurait pu s'attendre à quelque chose de plus, une espèce de JRTM réfléchi, avec l'armure d'Aragorn qui est bien décrite, mais aussi sa mentalité. Le grand truc de Nepitello, et on le reverra si on discute de l'anneau unique, c'est d'avoir compris que derrière tout ça, il y a des intelligences, il y a des destins, on en a parlé déjà tout à l'heure, que les personnages sur la Terre du Milieu nous raconte une vie, nous raconte l'évolution d'un monde, et ça doit être transcrit dans le cadre du jeu. On n'est pas là simplement pour tuer de l'or et ramasser du trésor, très loin de là, puisque les trésors sont secondaires. Personnellement, je trouve même que le fait d'aborder, comme l'a fait Nepitello dans ses règles, les trésors et l'argent, c'est presque une hérésie. On ne voit nulle part dans l'œuvre de Tolkien une mention d'argent, de valeur monétaire, de richesse. Si on parle de richesse, c'est très souvent avec méfiance. C'est les richesses des anciens rois qui vont les trahir, les richesses des porteurs de l'anneau qui vont finalement les asservir à l'ombre. On est toujours dans une ambivalence. Et ça, Nepitello le traduit quand même, parce que ce n'est pas les choses importantes. Le trésor n'est pas là. On gagne de l'expérience en utilisant les talents qu'on a et en accomplissant le destin de ces héros. Et ça, c'est bien. Il y a aussi une des plus belles mécaniques que j'ai trouvées, même si à utiliser, c'est toujours un peu lourdingue, et je pense que la V2 a fait du bien, c'est les voyages. Oui. Parce que dans les voyages, c'est pas les rencontres, les tables aléatoires où tiens, vous tombez sur 6 orques, tiens, 2 araignées. Non, tu croises des ruines, tu croises des paysages, des choses comme ça à décrire. Et quelque part, ça renvoie aussi, à mon avis, à un thème de Tolkien qu'on met peut-être pas en avant, c'est l'impermanence des civilisations. Parce que ça monte, ça s'écroule, ça monte, ça s'écroule. Et à chaque fois, c'est une espèce de longue décadence. Et c'est la fatalité des elfes qui, eux, voient les royaumes, ils en ont vu plus d'un monter et puis s'écrouler, quoi. Donc je trouve que ce thème-là aussi, par cette mécanique du voyage, tu peux aussi la mettre un petit peu en avant en disant, tiens, vous voyez quelques pierres, peut-être que c'est quelque chose qui a appartenu à un ancien royaume. Cette vieille tour en ruine dans le voyage. Voilà, mais là, c'est un donjon, quoi. On est confronté à un des grands paradoxes de la Terre du Milieu, c'est que c'est un univers qui évolue, mais pas tellement sur le plan technologique. Parce qu'on va retrouver toujours une description de Moyen-Âge fantasmé avec des vieilles tours, des châteaux et des choses comme ça, avec une part artistique qui est apportée par les artisans elfes et nains, mais entre le premier âge et le troisième âge, on trouve des continuités sur la présentation des lieux, sur la description des bâtiments et des choses comme ça. Contrairement à notre monde à nous, qui n'arrête pas d'évoluer, qui finit par nous perdre, là, dans la Terre du Milieu, il y a cette impermanence des civilisations, comme tu le dis très bien, Fred, c'est-à-dire que tu as des cultures qui vont disparaître, mais il en reste quelque chose, et le reste de l'univers s'en nourrit, et on retrouve des éléments qui, eux, sont relativement constants, le côté... je sais pas, les dangers de la nature, les dangers du passé, les leçons qu'on peut tirer du passé et les menaces de l'avenir. Et puis la magie. Parce que, je pense qu'on a enfin le système. Bon, Tiers Âge et Terre des Héros, le mettez déjà en avant, mais c'est des productions amateurs, je le redis à nouveau, mais le mettez déjà en avant. Mais là, en termes de production professionnelle, éditeur et tout ce qui s'ensuit, on a un système de magie, mais moi je trouve extra, parce qu'on trouve le côté subtil, en fait. Et pas je te balance des trucs à tour de bras à la figure. Et dès qu'on en fait trop, l'œil du Mordor, il arrive, quoi. Bien sûr, et puis dans l'œuvre de Tolkien, on s'accorde généralement à dire qu'il n'y a que 5 vrais magiciens, qu'il y en a 3 qu'on connaît vraiment, il y en a 2 dont on sait quelques vagues choses. Voilà, c'est ça, ils sont quelque part. Et la magie doit s'exprimer d'une autre façon. Et si on regarde dans l'œuvre de Tolkien, la magie, c'est quelque chose qui doit rester mystérieux. Ça ne doit pas être trop évident, trop visible. Dans ce que nous propose Jackson pour l'affrontement de Pellinor, à un moment, il y a Gandalf qui tend son bâton, il y a une femme. Ça n'est pas tout à fait Tolkien, ça. Non. Gandalf entretient le moral des troupes, il est là pour mener le combat, pour resituer les enjeux, pour parler des choses qui sont essentielles et qui doivent motiver les gens qui sont impliqués, mais c'est pas quelqu'un qui va faire claque comme ça. Il fait pas de la boule de feu comme Saruman, c'est la voix de Saruman, c'est quelque chose qui le rend persuasif
voilà, il est capable de convaincre des peuples complets juste en discutant. Voilà, Et pas en mode la scène en quoi la version longue où il balance une boule de feu. Et Ah oui. Ah oui, alors là, j'ai un peu de mal. Ouais. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Mais Saruman, c'est un peu l'incarnation de l'industriel du 19e siècle qui va exploiter ses urukai pour créer une machine de guerre réellement en détruisant une partie de la vieille forêt. Enfin, c'est des. Ouais, ça, le film le montre bien. Ouais. Oui, ça au moins Jackson l'a pas loupé, c'est vrai. Mais on n'est pas dans la grosse magie. Je me mets sur mon chaudron et je vais résoudre tous nos problèmes en 2 secondes. Oui, et on rappelle donc que chez Tolkien, il n'y a pas un œil en flamme au-dessus de Barad-dûr. Hein. Ah bon? Non. On dit ça, on dit rien. Hein. Non, c'est joli, ceci dit. Ça reste visuellement, c'est impressionnant. Ça claque. Bon, après, la façon que ça fait un petit peu projecteur Projo Batman dans le Mordor, c'est un peu bizarre. Oui, c'est ça. Bon, après, pas pensé à la Projo Batman. Ouais. Voilà, les orques ont besoin d'aide et Sauron, il y a le signal de Sauron qui nuage en mode ah, le boss arrive, cachez-vous. Allez-y les Nazgûl, je vous appelle. Voilà. Alors oui, Alatar et Palando, oui, ça fait partie des 2 trucs que j'aimerais voir un de ces jours. Mais ça va être compliqué parce que le Tolkien Estate ne veut pas qu'on touche au Silmarillion. Voilà. Et ouais. Mais en gros, dans la dernière version, une des versions, donc c'est dans Peoples of Middle-earth, donc dans History of Middle-earth, il en raconte un petit peu plus, c'est-à-dire 1 page et demie, hein, au lieu de 3 lignes. En gros, eux seraient arrivés au 2e âge, directement, plutôt que les 3 autres. Ils seraient partis directement à l'Est, et en gros, s'il y a eu la victoire à la fin du 3e âge, c'est parce qu'ils ont quand même réussi à fédérer des peuples, des Easterlings, des Haradrim, ce qui fait que toutes les populations n'étaient pas entièrement avec Sauron. Oui, c'est ça. Ils ont foutu un Dawa monstre là-bas. Voilà. Mais Tolkien le dit bien dans des écrits, tous ont échoué sauf Gandalf. Ils ont tous échoué à un moment donné parce que ils sont allés au-delà de ce qui leur était imparti comme mission, qui était juste vous êtes des maillards. Hein, on rappelle quand même que c'est quand même des dieux, hein, quand même, voilà, sous enveloppe de vieillards qui sont là pour fédérer les gens, fédérer des initiatives. Et c'est ça qu'on retrouve, c'est pas que pour parler des mages bleus, hein, on revient là-dessus pour l'anneau unique, puisqu'on retrouve le système des garants. Le système où Gandalf, Radagast a un rôle hyper important. Oui. Et ça, je trouvais ça... ça le met sur le devant de la scène, alors que c'est un personnage dont c'est pas qu'on s'en fout, mais il est inexistant dans les romans, dans les écrits. Parce qu'il et dans les films, il est ridiculisé, c'est dommage. Voilà, il est devenu ridicule. Dans l'anneau unique, on parle de Radagast. C'est pas pareil. D'ailleurs, il en impose plus que Gandalf quand tu le croises. Ah, clairement. Parce que Forêt Noire, quoi. Donc, ouais. Oui, voilà. C'est vrai que voilà, les Istari, donc les mages, hein, c'est pas des gens qui balancent de la boule de feu à tour de bras. Bien au contraire, c'est des gens qui essayent de fédérer et qui sont un aspect de la divinité qui les envoie. Ça aussi, faut pas l'oublier. Je voudrais juste qu'on profite de l'instant pour parler brièvement des valeurs que Tolkien fait passer dans tout ça. Puisqu'en fait, là, vous parlez des maillards qui vont fédérer les âmes, qui sont envoyés pour fédérer les âmes, qui sont un petit peu... Si on n'oublie pas que Tolkien était un catholique fervent et pratiquant, peuvent être des sortes d'archanges qui viennent, je ne sais, d'envoyés divins. Heureusement, Tolkien s'est bien gardé de faire de son œuvre littéraire une parabole de ses convictions religieuses, et on l'en remerciera jamais assez. Mais il reconnaissait aussi que les valeurs qu'il voulait mettre en avant étaient des valeurs qui lui étaient chères. Donc, obligatoirement, il y a un lien derrière. Et quand Gandalf renaît et devient Gandalf le Blanc, il y a une symbolique qu'on peut interpréter de 1000 façons sur le plan religieux. Et je m'en garderai bien parce qu'il y a des spécialistes qui vont me rentrer dedans en me disant que j'ai rien compris et que c'est tout à fait opposé de ce que je dis. Mais il y a derrière l'anneau unique, derrière la Terre du Milieu, il y a la volonté de transmettre une vision du monde, une vision de l'univers qui, si elle n'est pas toujours positive, est quand même animée d'intentions positives. Et ça, c'est quelque chose qui est fantastique. Enfin, d'intentions positives contre l'incarnation de l'ombre, contre le Mordor, contre Sauron et toutes les incarnations du mal qu'on peut retrouver là-dedans. Et il faut qu'un jeu de rôle puisse traduire ça. Ouais, et dans le côté positif aussi de la Terre du Milieu, on n'oublie pas non plus, et ça, c'est des valeurs très chrétiennes, en tout cas au début, c'est pas le bien contre le mal, c'est-à-dire qu'au début, Melkor, s'il chute, c'est-à-dire Lucifer, hein, c'est pas parce qu'il est foncièrement méchant, hein, ça n'existe pas ça au début, non. C'est parce qu'il veut lui aussi créer, il veut être comme son créateur, il veut lui aussi avoir cette... Tout, voilà, c'est juste... Voilà. Et il n'a pas ce pouvoir-là, donc du coup, comme il peut pas le faire,
et ben, il corrompt pour avoir une autre façon de créer. Mais en gros, au début, c'est la formation d'Arda, c'est tout plat avec des trucs un peu, voilà, c'est un peu les plans carrés, quoi. Il arrive, il fout le dawa, hein, avec tout qui s'écroule, etc. Et ça forme les montagnes, ça forme les mers, les forêts, les machins, les bêtes qui apparaissent, etc. Donc c'est pas non plus, c'est un méchant, Non. mais c'est pas pareil, quoi. Et Fred, tu as raison de préciser, parce que j'ai oublié de le dire, il ne faut pas voir uniquement une création manichéenne chez Tolkien. Il y a pas, les bons ne sont pas forcément tellement bons que ça. Ils ont des moments de faiblesse. Il y a une part d'humanité qui se retrouve même chez des créatures comme les hobbits. Boromir est l'incarnation du bon qui trébuche. Oui. Denethor, quelque part, c'est un bon qui se perd. On voit qu'il est possible de perdre son chemin. Et même si on va plus loin, Saruman, qui est pourtant une créature divine, va se perdre totalement et se laisser embarquer dans quelque chose qui est à l'opposé de ses convictions de départ. Donc, il faut arrêter de croire que c'est simplement l'ombre contre la lumière. C'est une influence positive qui essaye de voir l'émergence de l'homme, de voir l'émergence du monde du lendemain. Et du coup, bah voilà, ça c'est retraduit effectivement dans le jeu de rôle l'Anneau Unique. C'est pour ça que il y a tous ces apartés, parce que tout ça a été retraduit dans l'Anneau Unique avec le système de l'ombre et de l'espoir, pas de la lumière, justement. Oui. C'est l'espoir qui t'empêche de chuter complètement, quoi. Et j'ai trouvé cette mécanique, ça rejoint un peu la partie destinée dont parle Olivier Legrand ou ce qu'a essayé de faire Jean-Philippe aussi. Donc, mais cette façon de dire, bah voilà, on espère quelque chose de mieux. On est dans un moment où on peut reconstruire, donc on est tous à fond. Mais il y a ce côté inéluctable où on sait que ça va arriver, donc et il y a cette ambivalence qui monte au fur et à mesure. Et je t'avoue que ce passage des années et autres, bon, on en reparlera quand on fera l'Anneau Unique, hein, Oui, il y a encore des choses à dire. mais voilà, je pense que voilà, si vous nous écoutez tous les trois, vous comprenez bien que l'Anneau Unique, alors il est plein de défauts, hein. On vous reverra les liens du bouquin de règles de la V2. Il en a. Il y en a, voilà. La V2 a corrigé certains défauts, elle en a enlevé, elle en a rajouté, mais c'est pas le jeu parfait. Mais c'est un putain de bon jeu. Mais c'est la première fois qu'on a un jeu professionnel qui comprend l'univers qu'il est censé émuler et qui essaie de le faire le mieux possible. Et c'est un jeu dont je comprends moins que certains maîtres de jeu puissent ne pas l'aimer, qui ne puissent pas correspondre à leur attente. Et c'est un jeu qui, pour moi, annonce aussi une autre façon d'aborder les adaptations d'œuvres littéraires en arrivant à plus de profondeur dans le travail. Ouais, et c'est vrai que du coup, tu vois des jeux de rôle adaptés d'œuvres littéraires qui ont effectivement une autre profondeur que ce qui se faisait avant, hein. Tu vois le Mornblade qui adapte Elric maintenant, qui reprend bien ce qu'avait fait Ken Saint-André à l'époque. Donc il y a pas mal de choses maintenant qui sont ressorties, qui ont pris le chemin de l'Anneau Unique. Donc c'est bien, ça va tracer un sillon, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un progrès quelque part. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça. Ouais, cheminement de la conscience en faisant pas sombrer. Mais voilà, mais il y a plein de thèmes. Je pense qu'on pourra les aborder dans d'autres émissions. Mais quand tu dis que Saruman chute, c'est que c'est un esprit d'Aolé, donc le père des nains, hein, qui est le Valar de la création, de l'industrie en fait quelque part. Et Sauron était un Maillard d'Aolé à la base. C'est ça, hein, c'est pareil. Hein. C'est une famille compliquée quand même. Hein. Il y a eu un dès que ça touche au feu et à la transformation et quelque part à l'industrie, bah c'est pas bon. Chez Tolkien, en tout cas, il y a toujours ce petit problème, quoi, clairement. Je pense qu'on a fait quand même un tour pas mal. Hein, oui, on a parlé de l'Anneau Unique. Il y avait aussi Aventure en terre du milieu, hein, faut pas l'oublier. Oui, mais c'est sûr qu'on en parlera. Oui. Vas-y. Non, mais voilà, j'en parle rapidement parce que parce que voilà, on est oh, voilà. Et tout. Oh, bah voilà, il y a des professionnels parmi nous. Hein. Oui. Voilà, j'essaie de comprendre. Oui, Antoine. Vas-y. Toi, ils sont pas couverts, les tiens. Tu les protèges pas, les miens, ils brillent parce qu'ils sont couverts toujours de plastique. J'essaie de garder mes grimoires pour qu'ils soient intacts encore dans 50 ans, voire un siècle. Mais c'est ce que j'aimerais faire derrière moi, mais ça brillerait tellement à chaque vidéo, ce serait pas possible. C'est terrible. c'est prévu. Non, Aventure en terre du milieu, voilà, bonne adaptation. Alors, c'est marrant parce que ça reprend le système des D5. Du coup, c'est un petit peu, en fait, une version réussie de la version des Cypher qui est sortie il y a quelques... celle que j'ai amoureusement descendue il y a quelques instants. Mais oui. On a pas du mal. Non, mais là, on a une version réussie. Et puis, 2 systèmes, 2 ambiances pour, cette fois, faire plaisir à 2 publics. Parce que l'Anneau Unique, si vous avez envie d'un scénar un petit peu action, ce que je peux comprendre parce que ça peut parfois nous saouler de faire juste de l'exploration, de discuter avec des gens, de s'émerveiller devant un paysage. Dans l'Anneau Unique, c'est très bien, mais c'est vrai que,
Ils sont où les orques? L'action quand même pour se réveiller après minuit, hein, ce serait bien. Mm. Donc les systèmes le système de mener combat des de l'Anonique, batailles. il est tellement punitif, Oui. on le fait une fois. Ah, une fois que vous êtes fait sécher par ce petit gobelin de merde là qui est au fond avec son arc, qui vous a fait tiens, je t'ai collé 2 saurons et t'es mort. Ah, d'accord. Ah, mais on l'a tous vécu. Hein. On l'a tous vécu. Mais on Les peut joueurs, pas mener encore. On peut mener des batailles dans l'anneau unique. Il est possible aussi de faire partie de troupes, Oui. de lutter contre de grandes Oui. armées, des choses comme D'autant ça. que il y a un supplément, c'est que ça, le premier recueil de scénar, il y a quand Mhm. même scénario de une chouette petite baston, pas dégueu, et les derniers Ouais. scénarios, c'est de la bataille épique. Absolument. Absolument. Voilà. Et ça aussi, ça fait le charme de ce jeu. On n'est pas limité. Mais il faut bien comprendre qu'on est à nouveau, on n'est pas là en train de se battre devant 3 monstres bien définis avec des statistiques ceci, cela. C'est ça. On est en train de défendre ce qu'on peut avec les moyens dont on dispose. Et on est dans un univers qui est orienté narratif. Donc, c'est Oui. de l'épique littéraire. C'est ça. Bah là, on a de l'épique. Un peu moins littéraire. Oui. Ouais, Et c'est mais pour il ça reste que j'ai quand même hésité narratif. au Hein. départ. Il est narratif. Alors, Oui. il est narratif par rapport à DD5. Attention. Voilà, c'est ça. Par rapport à la Unonique, on est sur une version méchamment mécanique. Hein. Oui. Normal. Absolument. De toute façon, Et je il te y a ferai la aussi- chronique du prochain. Moi, Oui. j'ai hésité au tout début quand je me suis intéressé à l'anneau unique et Aventure en Terre du Milieu. J'ai hésité entre Aventure en Terre du Milieu et l'anneau unique. Donc, j'ai commencé à me dire, je connais à peu près D&D, donc je vais me mettre sur Aventure en Terre du Milieu. Et puis, j'ai passé 6 mois et il y avait quelque chose qui me gênait. J'ai un copain que je salue à l'occasion, Philippe Vinter, qui lui était plongé dedans en permanence. Il m'a dit, non, ne te laisse pas détourner de la voie, mon ami. Va vers l'anneau unique. Les règles ont été conçues pour cet univers. Et il avait raison. Donc, je n'ai jamais regretté. Merci, Philippe. C'est quelqu'un de bien. Et Rémi, s'il nous regarde, il est à fond dedans aussi. Hein. Oui, mais lui, il tue des armées tout seul avec son épée. Mais il fait des choses Et un arc. extraordinaires. Oui, et son arc. Mais il faut surveiller ses jets de dés. Enfin, tu dois le connaître, frère. Un petit peu. Oui, d'ailleurs, il faudra qu'on l'invite un de ces jours sur la chaîne, histoire qu'on raconte encore plus de choses intéressantes. Ou de conneries. Oui, parce que Ah, lui aussi, il a des tas de trucs. Ouais. Tu m'étonnes. Écoute, de toute façon, on se reverra dès que possible. On essaie de se recaler assez rapidement la rétro, l'anneau unique. Puis si en plus on peut avoir Francesco, c'est que du bonheur. Hein. Voilà. Ouais. Donc on va essayer de se programmer ça. Et puis je pense qu'on a fait un tour quand même assez complet sur la façon dont on peut adapter Tolkien en termes de jeu de rôle. Il y a bien sûr plein d'options différentes. Et ce que je vous dirais, effectivement, l'époque à laquelle vous jouez, j'insiste très lourdement, parce que les thèmes ne seront pas les mêmes. Oui. Je ne sais pas si les règles de voyage, par exemple, au deuxième âge, seront aussi utiles que celles qui sont là pour l'anneau unique, quoi. Par exemple. C'est pas le même monde, hein. Voilà. Et c'est vrai que du coup, on pourrait s'amuser. Et là, on parle de production amateur, hein, parce que le deuxième âge, on ne peut pas le faire officiellement. On est bien d'accord. En production amateur, ça pourrait donner des trucs très très cool. Vraiment. Pour changer un peu, quoi. Bon. Voilà, écoute, on se dirige tout doucement vers... Alors attends, tac, je le mets là, ici. Le voilà. Ça va, on a fait moins long que Warhammer, hein, vendredi. C'était très court. Je ne vois pas ce que tu veux dire. C'était clair, concis. Ah oui, c'était très concis. Ça, au moins, il n'y a rien à dire. Donc, qu'est-ce qui était très concis? il a fait un petit... Alors, il appelle ça un petit papotage. D'accord. C'est les adaptations de Warhammer en roman et en jeu vidéo. Et ça a duré quasiment 3 heures. Ouais, je voulais faire ça rapide et j'ai fini en monologue de Fidel Castro. Bon, chacun son truc. Hein. C'est Raoul. Déjà la barbe. C'est bien. Ouais, c'est ça. Raoul. C'était ça. Écoute, comme disait l'autre, Tolkien, bien sûr, c'est aussi ça. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Voilà. Oui, ça aussi, oui. C'est ça aussi. Et puis, bien sûr, comme disait l'autre, tu sais que je ne m'en lasse jamais. Au revoir. Et vous, vous avez été trop jeune pour l'avoir comme président de la République, ce gars-là. Ah oui. Si. Moi. Je l'ai eu, oui. Oui. J'avais 10 ans quand Tonton est passé, quand même. Hein. Ah oui. Je pensais plus gamin que ça. Hein. Et en plus, mon anniversaire est tombé pile le jour de l'élection de Tonton. Ah. Génération Tonton. Voilà, c'est bon. Oui, bénédiction ou malédiction, chacun jugera. Moi, j'ai pas connu le deuxième âge, hein, désolé. Jean, c'est le premier, moi, c'est le deuxième. C'est toi, le vrai gamin. C'est le Hobbit. C'est ça.
C'est beau. Écoute, on va vous dire au revoir à tous. N'oubliez pas que cette vidéo sera rediffusée sur YouTube Oui, vous demain inquiétez soir. pas. On vous mettra les liens qui vont bien, le chapitrage aussi, parce que c'est toujours cool le chapitrage pour aller directement Oui. aux bonnes parties. Quand même, hein. Ouais, ça aide un petit peu. Et puis on vous dit à mardi, puisque mardi, ce sera un live d'interview de Mnemos, donc Frédéric Weil, et je ne sais plus comment s'appelle le créateur, donc je vais me prendre des cailloux, pour parler de Trégor. Oui. Un univers tout à fait récent. Tout à fait. Voilà. Mais en tout cas, voilà, qui est dépoussiéré, donc on va en savoir plus. Et mercredi, on enchaîne, parce qu'on est comme ça pendant les vacances, un petit live avec les 12 singes pour Arcane 15. Un jeu d'occulte contemporain où on fait des films chez Luc Besson, il se passe que des trucs avec des démons. Normal, vous me direz, c'est Luc Besson. Ah, mais je vous l'ai vendu. Je pense qu'ils le vendront bien mieux que moi, à mon avis. J'imagine, oui. Voilà. Eh bien, on vous fait des gros bisous. Bisous, Voilà, ça. voilà. Merci à toi, Jean. Et puis, Merci beaucoup. on rediscute en off pour caler tout ça. Et Ça marche. juste le temps que je retrouve le bon truc, que voici, que voilà. Voilà. Vous nous entendez encore, vous inquiétez pas. Salut! Allez, salut tout le monde. Ciao, ciao.